Je réponds à une nouvelle vidéo d'Alain Soral. Je n'aime pas trop le faire, vous l'avez compris, mais je le fais cette fois-ci de façon à répondre à des faits. Parce que là, il y a des faits qui vous sont exposés, donc il faut en dire quelque chose. En gros, pour ceux qui n'ont pas envie de voir cette vidéo, et je comprends très bien parce que c'est de la perte de temps essentiellement que de passer son temps à répondre à des chicanes, malheureusement je suis bien obligé de le faire parfois quand il y a des faits exposés, eh bien en gros, si vous voulez, ces personnes donc n'ont pas pris soin de... Regardez les réponses que j'ai faites à chacun de ces arguments, premier point, donc c'est quand même assez dramatique de revenir sur des choses qui ont déjà été résolues. Deuxièmement, contradiction par rapport à ce qu'ils ont pu dire précédemment. Et troisièmement, il y a des choses qui ont disparu, miraculeusement, donc des accusations qu'ils formulaient qui n'existent plus et dont ils ne parlent pas. Donc ils n'ont pas clairement dit « nous abandonnons tel argument contre Rémi Daillé-Widmann ». Pas de recherche très sérieuse en fait, quoique un petit peu plus poussée quand même que ce que fait France 2 par exemple. Et des éléments absolument frappants, tels que si j'étais moi dans le système, si j'étais un agent du système, comment serait-il que j'ai pu vivre si longtemps et encore aujourd'hui en marge de la société, pendant très longtemps en situation de grande difficulté financière, jamais embauché dans aucune espèce d'instance, bureau, organisation, agence, ministère... Voilà, donc si je suis du système, comment ça se fait que je n'ai pas bénéficié d'une place? Regardez tous les gens qui sont dans le système, ils ont tous au moins quelque chose dans le système, ils ont tous un revenu quelque part. Pourquoi est-ce que j'en aurais jamais eu? Exilé même. Si je voulais soulever les gens et les amener à se faire ficher ou leur créer des problèmes, j'aurais créé mon site en France, de connivence avec l'État, puisqu'on prétend que j'aurais des connivences avec l'État, je serais resté en France. Pourquoi est-ce que je serais parti? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un mandat d'arrêt international sur ma tête? Je serais dans le jeu politique classique ou simili-opposition. Bon. Donc je vais répondre à tout ça posément, mais le deuxième point avant d'aborder la vidéo, c'est moi je voudrais que les gens cesse de croire que la machine que nous affrontons est omnipuissante, omniprésente, à tous ces réseaux, tient tout le monde. Je ne crois pas que les gens de ER soient tous des agents d'un quelconque État, même si, peut-être, à leurs dépens, ils soient eux-mêmes sans doute des pots à miel, c'est ce qu'ils me reprochent, et des gens qui attirent à eux des gens qui éventuellement seront fichés. Mais vous savez, les gens à l'époque de Solidarnosc en Pologne, ils n'avaient pas peur d'être fichés, et tous les gens qui sont battus dans la pays de l'Est, ils savaient qu'ils étaient fichés, qu'ils prenaient ce risque. Certains d'entre eux prenaient le risque aussi de se faire arrêter, de se faire assassiner, bah, qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, il faut mesurer bien les choses, il faut avoir des preuves factuelles, on va voir ici que tout s'effondre, il n'y a rien qui tient en fait. Et je dis à Soral, tu me reproches d'être le fils d'un tel, mais moi je pourrais te reprocher aussi d'être le frère d'une sœur qui peut-être a connu des gens extrêmement douteux. Et donc est-ce que ça te relie, toi, au système? Je ne le crois pas. Tu as tes qualités et tes défauts, je ne m'intéresse pas aux défauts des gens, je m'intéresse aux qualités. Et je pense que nous devons tous nous battre pour ce pays, nous devons nous battre pour les gens, et non pas passer son temps. Je ne comprends pas d'ailleurs que tu fasses ce genre de choses, tu perds du temps, quoi. Tu perds vraiment beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire. Et parlons-en de vive voix, si tu as des objections, je vais répondre à toutes celles que tu as là, mais pour les autres, si tu en as, moi je suis ouvert à la discussion. Attention à ce piège dans lequel tu tombes toi-même, qui consiste à refuser en bloc toute espèce de surréaction de quelqu'un qui ferait quelque chose de bon pour le pays. Systématiquement, là, tu es dans une position où forcément, c'est mauvais, c'est douteux, c'est pas bien. Donc tu rejettes en bloc. Et à force de trop le faire et surtout de mettre ton orgueil et ton nombril au centre de la question, alors que ce n'est pas la question c'est le sort du pays, eh bien tu passes à côté de tout ce qui pourrait se faire de bien et tu te fâches avec tout le monde. Donc on en reparlera, je referai une autre vidéo un peu plus solennelle pour essayer de dépasser tout ça. Mais pour l'instant, franchement, essaie de ne pas tomber dans ce panneau que tu te tends à toi-même, en supposant a priori que tout ce qui est un petit peu retentissant et fort est forcément mauvais par définition. Allez, on attaque. C'est vous l'homme des hommes, le collectionneur d'hommes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques qui puissent éclairer nos auditeurs? Parce qu'il faut le reconnaître, il a suscité quand même un vif intérêt et des espérances dans un moment où les gens sont quand même désespérés. Et comme le dirait Jérôme Bourbon, sont prêts à se raccrocher à toutes les bouées crevées et les branches pourries. Qu'est-ce qu'on peut dire de Rémi Daillé qui sont un peu significatifs et qui le remettent dans son contexte? Bon, personnellement, comme tout le monde, j'ai reçu sur mon téléphone portable, mi-octobre, une vidéo de Rémi Daillé qui appelait au coup d'État. Et bon, ça m'a fait marrer, je me suis dit, bon, il y a toujours eu ce genre de zinzin, je me suis dit, bon, on est à mi-chemin entre Groland et le Pierre Richard des films de Weber, quoi. Enfin, je trouvais ça plutôt drôle. Et puis, j'ai été surpris par plusieurs choses. C'est d'abord qu'il appelait les gens à s'inscrire au coup d'État. C'est en dessous, il fallait se donner ses coordonnées et s'inscrire pour le coup d'État. Bon, déjà, je trouvais ça bizarre. Et puis, sa vidéo n'a pas été supprimée de YouTube, qui quand même aujourd'hui supprime à peu près tout, quoi. Il n'y a vraiment plus rien sur YouTube. Ah bah sur YouTube, c'est ça, il n'y a plus que des vidéos de chats et des documentaires. Bah, YouTube, vous l'avez vu, c'est fait, hein, puisque mes chaînes ont été supprimées. Mais déjà, à ce moment-là, certains éléments ont été supprimés, notamment une vidéo sur les vaccins. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi ça n'avait pas été supprimé, parce que j'avais réfléchi justement à la question,
Et donc, je m'étais arrangé pour qu'il n'y ait pas dedans des éléments qui soient susceptibles d'amener l'algorithme de YouTube à supprimer l'élément. Et donc, cette technique consistait à ne pas parler de coup d'État dans la vidéo. Il n'y a que la vignette qui comporte l'expression. Et à ne pas parler de vaccins, de choses qui pouvaient fâcher. En fait, renverser le gouvernement n'est pas susceptible d'être, à ce moment-là en tout cas, supprimé par YouTube. Renverser, tout candidat à l'élection présidentielle peut vouloir dire « je souhaite qu'on renverse ce gouvernement aux prochaines élections ». Donc ce n'est pas passible de censure, jusqu'à ce moment-là en tout cas. Animalier et des tutos make-up. Et Vincent Lapierre. Et Vincent Lapierre. Alors j'ai commencé à m'intéresser à lui et puis j'ai vu qu'il était actif dans le milieu de ce qu'on appelle l'école à la maison, qui est un mouvement assez intéressant parce que c'est un mouvement complètement transcourant en fait, qui regroupe vraiment des tas de réalités et qui est en explosion complète. Je crois que c'est plus 30% par an en ce moment, entre les gens qui veulent que leurs enfants aient une éducation spirituelle, qui veulent pas des programmes de l'éducation nationale, ceux qui veulent protéger peut-être leurs enfants d'une certaine immigration, une immigration qui elle-même veut parfois garder les valeurs du Coran, etc. Enfin, c'est un mouvement qui est complètement protéiforme, qui est assez intéressant d'ailleurs. Et lui était présenté dans la presse comme celui qui est à la tête de ce mouvement, c'est-à-dire quel site de référence. Et en interrogeant des gens qui étaient dans ce milieu-là, ils disaient mais non, pas du tout, son site est plutôt derrière les cours dispensés. Alors, j'ai jamais dit que j'étais à la tête, j'ai dit que j'écris. Au contraire, je suis arrivé à une époque dans ce milieu-là quand ça existait déjà, il y a déjà des choses qui existaient. En revanche, il est exact que c'est là où il y a confusion de votre part. Il est exact que petit à petit, donc j'ai travaillé et j'ai fait monter mon site sur Google semaine après semaine. J'ai démarré comme tout le monde 18 millionième. Et puis, j'ai travaillé difficilement, durement. Les premiers, c'était le gouvernement français, puis un site qui était soutenu par le Qatar, donc avec beaucoup d'argent. Et les suivants, c'était des associations autour de l'école à la maison, IEF. Et j'ai travaillé dur. Et je suis monté en première page. Et puis 5e position, 4e position, 3e position, 2e position, 1re position, sans avoir donné un seul centime à Google. Alors à ce moment-là, évidemment, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Google vous mette en première place ? En fait, j'ai fait un travail de SEO, un travail sur les articles, un travail en mettant tout ce qu'il faut. J'ai appris à faire des articles qui montent et avec des sujets qui intéressaient le public. Ça, c'est l'une des clés fondamentales, à ce moment-là en tout cas, pour faire monter un site. Ça reste d'ailleurs toujours la règle, il faut faire des contenus qui intéressent le public. Si vous avez le public qui vient sur les contenus, qui partage, qui commente, vous avez une bonne cote en général sur Google. Bon, en même temps, mon mérite n'est pas immense non plus, parce que c'était quand même une toute petite niche. Il y avait très peu de gens sur l'école à la maison. À l'époque, il y avait 400 demandes par mois, donc c'était assez ridicule. Donc je pouvais m'y faire une place, si vous voulez. Et ça, j'en étais très content. Donc je me suis retrouvé premier. Et c'est là où j'ai dit, bah oui, je suis le premier site sur l'école à la maison. C'était vrai sur Google et c'est devenu vrai aussi en nombre d'abonnés, tout simplement. Donc j'ai jamais dit que j'étais à la tête de ce monde-là. Sont mauvais, et en plus il est très mal vu parce qu'il a dit qu'il fallait attendre les inspecteurs d'académie. Non, alors ça c'est faux, ça c'est un mauvais travail que vous faites monsieur, parce que d'abord je suis très bien vu, je vous le garantis, les gens apprécient beaucoup ce que je fais, premier point. S'agissant de ce qu'il avait fait sur son site L'école à la maison, son site est excellent. Enfin, moi, je connais des familles qui ont beaucoup appris grâce à ce site, et c'est vrai que l'école aujourd'hui, c'est une catastrophe, et ça le sera de plus en plus. Et je trouvais qu'il donnait quand même des conseils sages, intelligents, intéressants. Ensuite, mes conseils sont très fiables. Il y a, vous verrez sur le site, beaucoup de témoignages. J'ai 5 sur 5 étoiles, 5 sur 5, pas 4,8. Sur les notations Google, qui sont faites par des gens, ce sont des gens qui écrivent. Et là, vous faites un faux, là, en l'occurrence. Avec un fusil. À ce moment-là, ouais. Alors, vous avez tronçonné le témoignage, parce que je dis, si nous passions en dictature, si la loi interdisant l'école à la maison passait, nous serions en dictature, puisque, une fois de plus, et cette fois de manière magistrale, un droit fondamental des individus serait supprimé. Si on supprime les droits de l'individu, alors on se retrouve en dictature. Si vous êtes en dictature, vous êtes libéré de toute espèce d'obligation. Voilà ce qu'il faut dire. J'ai jamais dit que nous accueillerions les inspecteurs avec lesquels j'ai certaines relations, et j'en respecte certains qui sont d'excellents inspecteurs. J'ai jamais dit qu'il faudrait spontanément accueillir l'inspecteur avec un fusil. On sera en dictature, et à ce moment-là, automatiquement, vous êtes libéré. On sera en dictature. Donc à ce moment-là, on ne fait plus aucune déclaration, on fait l'école à la maison comme on veut. Comme on veut, on n'a plus rien, plus aucun compte à rendre à personne. Et si l'académie nous appelle pour dire où est l'enfant, ça vous regarde pas, vous êtes en dictature, ça nous intéresse pas. Vous avez qu'à venir, moi je vous mets un coup de fusil. C'est un propos, je dis aux gens, vous direz ça à l'académie, de façon à ce qu'ils ne viennent pas, justement. Voilà. Puisque vous êtes en dictature, vous dites aux forces d'occupation, je vous préviens, on va se battre pour défendre nos enfants. Puisque vous n'avez plus droit, littéralement, à venir les voir. Et dans mon propos aussi, surtout dans le cadre où ils viennent pour vous enlever vos enfants. C'est là que je dis que vous devez vous défendre et empêcher qu'on vous prenne vos enfants manu militari selon le droit commun. Voilà, ça va réagir. Il faut faire quand même reprendre un petit peu à écouter et entendre. Et c'est l'un des grands mots
que je rencontre aussi avec les journalistes. Vous leur dites une phrase et dont vous dites que non, c'est pas ce que je viens de vous dire. Vous avez des problèmes avec l'oreille avant d'avoir un problème avec le cerveau. Vous n'arrivez pas à entendre les choses. Donc là, c'est très clair ce que je dis. En aucun cas, je n'appelle spontanément à donner des coups de fusil aux inspecteurs. Plus problème à ce moment-là, vous croyez que les fonctionnaires vont prendre des risques? Or, c'est le meilleur moyen de se voir retirer la garde de ses gosses. Donc. Alors, Xavier Poussard fait le document, je ne savais pas que c'était lui, donc je n'ai pas fait de recherche. En fait, autrefois, c'était Emmanuel Ratier qui faisait un très bon travail et qui ne serait pas permis de dire des âneries. Et des gens se sont demandé si c'était un idiot utile, un agent provocateur, et donc là... Et les gens se sont aussi demandé si je ne pouvais pas les aider et faire quelque chose pour le pays, surtout. Et beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens le disent et savent que j'ai fait un certain bien, disons, à leur famille avant d'avoir commencé cette aventure pour le renversement. Et d'ailleurs, est-ce vous ou est-ce moi qui ai empêché des enlèvements d'enfants par l'État, des placements? Qui fait le travail? Grâce à l'école à la maison, nous avons prévenu ce genre d'opération par, je crois, centaines. Des tas d'enfants qui aujourd'hui seraient placés sont avec leurs parents à l'abri. Là, du coup, je me suis dit, tiens, si je m'intéressais à Rémi Daillet. Bon, c'est un idiot utile ou un agent provocateur, j'apporte pas de réponse définitive, mais... Oui, alors donc vous partez déjà sur ces deux seules options. Vous agissez comme les journalistes de la grosse presse, avec un point de vue déjà biaisé et non pas neutre. C'est un comportement d'idiot, mais d'idiot pas utile. Alors attention, j'ai pas dit que vous étiez idiot, je dis que c'est un comportement d'idiot. Attention, soyons bien dans les nuances et la précision des mots. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une lignée où se raconte toute l'histoire de la droite française depuis le début du XXe siècle. Vous exagérez là, c'est quand même une histoire beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait en dire simplement en parlant de ma famille, qui est plutôt d'ailleurs une famille inscrite dans un certain centrisme plutôt qu'à droite. Où vraiment on a des tas de personnages comme ça qui ont été ministres. Voilà, le ton est donné, des tas de personnages qui ont été ministres. Je n'ai pas eu un seul ministre dans ma famille, pas un seul. Des tas de personnages. Vous allez énumérer, je suppose, 5 ou 6 personnes de ma famille. Et puis tenez compte que ce sont des grandes familles comme autrefois. Il y a dans les grandes familles... plutôt catholique, 7, 8 enfants à chaque fois, ou 5, ou 4, bon, tout de suite, ça fait du monde au bout de 3-4 générations. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens dont vous ne parlez probablement pas, et qui sont des gens assez humbles, et qui n'ont aucune espèce de vie publique, aucune espèce de connexion, naturellement. On retrouve par exemple son oncle, il est le neveu de Pierre de Boisdeffre, Pierre de Boisdeffre n'a jamais été ministre. qui est un type C'était mon oncle, je l'ai dit, vous n'avez fait aucune découverte, il vous a suffi d'écouter mes vidéos. assez étonnant, un type de droite vraiment pas mal, qui a été directeur de l'ORTF, de la radio, à l'ORTF sous De Gaulle, mais par extension, du coup, il est cousin avec toute la famille de Boisdeffre, donc beaucoup de membres sont au Club Le Siècle, dont des gens qui sont sous-préfets, dans l'inspection des finances. Au Club Le Siècle, je ne crois pas. Je ne crois pas, j'ai jamais entendu dire que mes cousins soient au Club Le Siècle. C'est un club qui a été épinglé justement par Emmanuel Ratier jadis, et qu'il vaut mieux ne pas fréquenter. À des postes stratégiques, par exemple. Et c'est très mal de se revendiquer d'Emmanuel Ratier quand on n'est pas son disciple direct et qu'on a racheté son activité, je ne sais dans quelles conditions, mais sans en avoir ni l'état d'esprit ni le scrupule. Ses cousines et directeur des études au Conseil d'État. Oui, mais je l'ai dit. Vous voyez, et cousine germaine, pas cousine éloignée comme Plenel. Et puis... Ah, c'est faux, ce n'est pas ma cousine germaine. C'est faux. Et si maintenant, dans votre narration, Plenel n'est tout d'un coup plus proche de moi, car en effet, je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie, alors vous revenez complètement sur votre narration. En fait, c'était l'un des axes principaux sur lesquels vous m'attaquiez, puis maintenant, ça disparaît. Puis sa figure tutélaire, son père, est quand même un personnage intéressant, puisqu'il a été 20 ans député UDF de la Manche, la circonscription voisine d'Olivier Stirn. D'ailleurs, avec Olivier Stirn, ils ont été mouillés dans l'affaire Atlani, qui était une... Ils ont été accusés par la gauche qui les détestait à l'époque, et qui a probablement, en partie, je pense, monté cette histoire. Affaire de pot de vin dans la région, et surtout, il a été le Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mon père n'a jamais été mouillé dans l'histoire de pot de vin. pilier du centrisme et des réseaux, je dirais, américains. Ça oui. Mon père a été un pilier du centrisme. En France, en tout cas dans la représentation parlementaire, dans le contexte de la guerre froide. Et donc, il est dans des tas de réseaux, et notamment... Alors, il est... Non, il n'est pas dans l'état de réseau, c'est faux. Monsieur, je suis désolé, mais vous parlez trop vite, vous dites beaucoup de bêtises. Et il ne faut pas dire des choses fausses. Pour avoir dit que Simone Veil voulait jeter des embryons au four crématoire pendant le vote sur la loi Veil. Alors, il n'a pas dit ça non plus. Il a dit, ce que vous citez, on est allé jusqu'à déclarer qu'un embryon est un agresseur, et bien ces agresseurs, vous accepterez madame de les voir comme ça se passe ailleurs, jeter au four crématoire ou remplir des poubelles, car le four crématoire, ça existe, dans tous les hôpitaux de France, il y en a. Et on voit bien là que vous appartenez à cette génération Mitterrand, là, vous êtes né à cette époque-là à peu près, je suppose, parce que pour vous, four crématoire, c'est forcément à la Shoah, alors que des fours crématoires, il y en a dans tous les hôpitaux pour brûler, malheureusement, des petits fœtus ou autre chose, des déchets humains, et donc ce n'est pas une exclusive. Mais comme vous êtes dans cette
civilisation qui vous a lobotomisé et que le mot four crématoire dans votre esprit est forcément lié à la Shoah. C'est d'ailleurs ce qui a été l'opération de l'époque. Mon père parlait des fours crématoires des hôpitaux. Aussitôt, la machine s'est servie de cela pour en faire un antisémite. Voilà, c'était le truc, et vous tombez dans le panneau. Et à ce moment-là, il ne savait pas que Simone Veil avait été précisément déportée. D'ailleurs, vous pourrez le vérifier, contrairement à ce que vous pensez, eh bien, elle ne l'avait pas dit, elle avait été relativement discrète sur ce sujet. Très peu de gens le savaient. En tout cas, moi, pour ce que j'en sais, mon père, ça c'est certain, ne le savait pas, et peu de gens le savaient, cette histoire-là. Quant à l'histoire, l'expression d'ailleurs four crématoire, c'est beaucoup plus tard qu'on a commencé à en parler. On ne savait pas, on n'en parlait pas. À notre époque, on ne savait pas du tout cette histoire, et pour cause. Vous le savez bien. Donc en fait, tout ça, ça vient avec les années Mitterrand. Bon, ça, c'est évidemment la période Giscard, hein, parce que c'est l'époque de Giscard. Mais déjà, on commençait à dire four crématoire. On faisait un amalgame, si vous voulez. Dès lors que vous parliez de ça, vous étiez forcément un antisémite. Et ensuite, puisqu'elle a fait sa déclaration, il lui a envoyé une lettre s'excusant de cet impair, mais il n'avait pas du tout fait le rapprochement. Il en a été, lui, d'ailleurs, très désolé. Il était très très embêté de cette histoire, il nous en a parlé souvent, il nous en a reparlé souvent en disant qu'il a été désolé de cette histoire, parce qu'il n'avait aucunement l'intention de la blesser. Évidemment, tout le monde lui est tombé sur le paletot. Bon, imaginez, remettez-vous dans le contexte de l'époque d'un centriste qui ne se préoccupe pas spécialement de cela, qui va venir beaucoup plus tard, d'ailleurs ça devient une usine ensuite, cette histoire. Et à l'époque, c'était pas le sujet central de la vie politique française, et lui, il tombe des nues en fait. Ce qui l'intéresse lui, c'est de se battre contre l'avortement. Parce qu'il y avait moyen de se battre contre ça et de l'empêcher. Donc il a fait partie, et c'est tout à son honneur, des rares personnes qui se sont battues contre cette abomination qui était voulue par le système. Et donc il se battait de front contre le système, vous l'observez tout de même nettement. Et puis par ailleurs, ça lui aura valu sa carrière, je pense, parce qu'il n'a jamais de ce fait, je pense, c'est une allégation que je fais, mais je pense que cette histoire l'a grillé. Simone Veil s'est opposée à ce qu'il accède aux responsabilités une première fois, et puis 3 fois à part ça, parce qu'il était marqué à vie à cause de cette affaire. Ça, vous pouvez le vérifier. Hein. En fait, on a retrouvé, et on révèle dans Faits et Documents, un courrier de son père au comité de la pensée juive qui explique « Mais vous savez que je ne suis pas antisémite, j'ai monté avec Jean Friedman une opération secrète pour aller capturer Klaus Barbie en Bolivie et le ramener en Israël. » Alors, oui, mais tout ça, c'est cohérent. Il se bat pour l'avortement, il ne se bat pas contre, à ce moment-là, l'oligarchie, et il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Il ne se bat pas, mon père ne se bat pas, ne s'est pas battu, il s'est battu pour l'Europe, il ne s'est jamais battu pour ces gens qui, aujourd'hui, en effet, ont un vrai pouvoir, l'avaient déjà, mais ils n'en avaient pas conscience. Cette génération née dans les années 30, 40 ou 20 n'était pas... eux, ils ont connu le nazisme, si vous voulez. Ils étaient obsédés par le nazisme, ils étaient obsédés par la construction européenne. Et c'est une génération qui s'est énormément éloignée des milieux dits de droite ou des milieux nationalistes qui étaient complètement sur le déclin à ce moment-là. À part, bien sûr... Maurras, etc. Mais enfin, en gros, la période de la guerre, puis enfin, surtout la fin de la guerre, puis la période qui suit la guerre, est une période qui démantèle complètement les nationalismes. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais il semble avoir un rôle assez particulier puisqu'il a quand même été vice-président de l'Internationale démocrate chrétienne. Je ne savais pas d'ailleurs qu'il avait participé à ça, à l'arrestation de Klaus Barbie. Il ne nous en a jamais rien dit. Il était rémunéré pendant des années avec des fonds plus ou moins opaques pour assurer la Il n'a jamais été financé par des fonds opaques. représentation en France de Duvalier, le dictateur haïtien, donc Baby Doc. Mais jamais de la vie. Il n'a jamais reçu un centime de Jean-Claude Duvalier. Il est allé en Haïti en tant que député parce qu'il faisait partie, je pense, je crois même certain, puisqu'il y allait souvent, de la commission parlementaire France-Haïti. Donc il est allé là-bas assez souvent, à l'époque où c'était encore Duvalier qu'il n'aimait pas. Alors pas du tout. Il a été décoré à Haïti à ce titre. Enfin, c'est un personnage... Non, décoré par Duvalier, ça me paraît énorme. Mon père, il a toujours combattu Duvalier. Il a même aidé à faire installer un opposant qui d'ailleurs n'a guère été mieux après lui. Donc de cela, vous ferez la preuve. Avec une personnalité assez complexe. Alors de là, Rémi Daillet tire sa participation à la guerre en Croatie, qui en Mais rien à voir. fait est une opération de com de son père. C'est-à-dire que lui... Mais n'importe quoi, oh là là. Mon père n'était absolument pas au courant que je partirais en Croatie. J'ai bien pris le soin de ne rien dire à mes parents pour ne pas les inquiéter. Lui est allé en Croatie avec son frère Michel Daillet. Rémi Daillet et Michel Daillet sont allés en Croatie. À l'époque, son frère était étudiant à l'ESSEC. Bon, cette photo n'est pas de moi, hein. C'est pas moi comme vous l'imaginez. Non, parce que certains vont croire. Et depuis, il est devenu directeur du département juridique
de la Banque nationale du Qatar. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas dans des milieux marginaux, quoi. Oui, mais malheureusement, je n'ai aucun rapport avec mon frère depuis très longtemps. Et donc, rien à voir avec moi non plus, je suis désolé. Et puis, des membres de ma famille qui seraient des marginaux, il y en a aussi, monsieur. Vous voyez, vous êtes dans une vision, ça, c'est très typique de... Vous faites du grand amalgame. C'est très typique de cette génération qui n'a pas de méthode, pas de souci des choses, de précision. Soyez pas un bon policier. Vous faites exactement comme la République. Vous êtes en fait des gens qui sont élevés dans cette société où les choses se font comme ça sans y penser. Les juges comme ça, ils embastillent des gens parce qu'ils ont des présomptions. Il n'y a aucun sérieux, c'est pas précis, il n'y a aucun respect des individus. C'est quand même assez lamentable. Il n'y a pas de sérieux, quoi. Vous êtes vraiment dans une époque qui est bien celle-là. C'est hérité déjà du marxisme-léninisme. On faisait des procès comme ça à l'époque. On convainc les gens d'une culpabilité alors qu'on n'a aucun élément. On fait du rapprochement grotesque. Il est quand même saisissant que vous fassiez exactement ce que fait le système auquel vous prétendez vous attaquer. Moi, je trouve qu'il y a une étude à faire très intéressante là-dessus, sur l'approximation des choses. Vous savez, jadis, autrefois, les gens avaient beaucoup de scrupules et s'exprimaient avec soin. J'essaye, pour ma part, d'être précis. Et on ne dit pas tout et n'importe quoi. Surtout quand on commence à avoir des responsabilités. On fait attention à ne pas dire n'importe quoi. Je pourrais, moi aussi, dire sur EIR toutes sortes de choses. Je ne le fais pas parce que, d'abord, je ne veux pas. Et ensuite, il faut être prudent et avoir des éléments sérieux, avoir étudié la question et être plein de, si possible, d'une certaine délicatesse, du tact et puis du discernement surtout. Ne pas dire des bêtises. Sinon on en vient à ce que vous faites, c'est-à-dire de la bouillie pour chat, parce que c'est extrêmement vulgaire tout ça. Je suis désolé. Vous voyez, on est vraiment dans un milieu d'élite, puisque bon, le frère est avocat d'affaires à Doha, directeur juridique de la Banque nationale du Qatar, toute la famille est au siècle, le père est une Mais non, la famille n'est pas au siècle. figure des réseaux d'influence, de l'influence américaine en France dans le contexte de la guerre froide, qui est centriste et puis qui se rallie aux socialistes au moment de Maastricht via une structure montée par... Oui, hélas, ça j'étais pas très content à l'époque, j'étais très jeune quand même, hein. Mais je trouvais pas bien qu'il se rallie à Mitterrand. Soissons, par le maire d'Auxerre, Soissons, qui est quand même une personnalité étrange, d'influence sulfureuse, des gens à qui on prête beaucoup d'histoires, tu pourrais... Attends, je te laisse ta prudence, mais il faut quand même expliquer aux auditeurs, parce qu'il faut aller au fond des choses. Le nom de Jean-Pierre Soissons a été cité dans l'affaire du bourreau d'Apoigny, et également dans l'affaire... Oui, Soissons, c'est un personnage très très peu fréquentable. Moi, j'ai toujours détesté ces gens. Mon père n'était pas très proche de Soissons, mais enfin, effectivement, c'est quelqu'un qui était, je crois, quelque peu naïf, et il a eu des relations avec des gens comme ça, comme Marie-France Garot, comme Ménieri, comme Soissons, effectivement, des gens comme ça qui, à mon avis, n'étaient pas très fréquentables. Mais enfin, c'était le centrisme de l'époque, quoi. Mais du moins, ne doit-on pas le lui reprocher? En quoi est-ce que le fait de croiser des gens dans des partis ou de travailler éventuellement avec eux au sein de commissions, au sein d'organisations, le qualifierait, pour autant que ces organisations ne sont pas qualifiées comme étant dangereuses, criminelles, antipopulaires, etc., je vois pas le problème. Vous savez, moi j'en ai croisé des gens qui n'étaient pas très fréquentables. J'ai croisé des gens qui l'étaient plus ou moins, comme tout le monde d'ailleurs. Et puis je ne crois pas qu'il faille dire que vous aussi, monsieur Soral, vous avez fréquenté et croisé beaucoup de malfaiteurs sur le plateau de télévision, vous avez croisé des violeurs de petites filles et même des assassins. Bon, voilà. Et alors, est-ce que ça vous qualifie? Est-ce que ça vous... Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, en parlant de Soissons, vous avez levé le doigt en l'air d'un air victorieux, comme si vous avez fait une trouvaille absolument extraordinaire. Mais tout le monde sait qu'au CDS et à l'UDF, on rencontrait Soissons, Giscard, Barre et bien d'autres. Et alors, c'est pas une découverte et ce n'est pas une victoire pour vous face à moi, certainement pas. L'affaire des disparus de Lyon, parce qu'on est toujours dans la même région. Moi, je suis ébahi par le niveau de crétinerie, mais c'est pas possible. Enfin, les mecs, revenez un petit peu au niveau, là. Donc, je suis mêlé dans les disparus de Lyon, c'est ça? Dans cette abominable histoire? Mais où est-ce qu'on est, quoi? Vous êtes même plus bas encore que les soviets, là, les petits flics des soviets, des commissaires politiques qui faisaient des procès de ce genre. Mais enfin, vous êtes à quel niveau? Comment oser mentionner l'histoire des disparus de Lyon en parlant de moi et de mon père? Mais vous êtes... Enfin, là, vous discréditez, mais... C'est abyssal. Vous grillez totalement. Moi, je veux bien oublier cette énorme bévue, mais arrêtez, revenez à un niveau intellectuel un petit peu décent et à un niveau d'honnêteté minimal. Et pour ce qui concerne M. Dallier-Père, en effet, il avait une circonscription dans la Manche, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a garanti une circonscription extrêmement solide. Parce que Non, pas du tout, on n'a rien garanti du tout. Là, vous dites des bêtises, messieurs. Pour être député, c'est compliqué. Il s'est présenté une première fois aux élections, il a échoué ailleurs. Je ne me souviens plus exactement où c'était.
Je me souviens de 2-3 anecdotes qu'il nous a racontées qui étaient amusantes à ce sujet, mais la Manche, il l'a conquise de haute lutte et personne ne l'a parachuté là. Et il y allait pour une raison personnelle que je ne vous dirai pas. La Manche est une terre modérée, une terre centriste historiquement, et donc le fait qu'on les fait élire dans cette circonscription, c'est bien. Mais on ne l'a pas fait élire, il faut se battre pour être élu. Et il faut beaucoup travailler, et il a beaucoup travaillé, mon père travaillait énormément, vous avez qu'à chercher, vous verrez, c'est quelqu'un qui était considéré comme l'un des plus travailleurs de France. Il était, je crois, classé à un moment donné, numéro 3 ou numéro 4, et devant lui, il y avait Raymond Barre, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de secrétaires. La preuve qu'il fait partie, lui aussi, de ce milieu qui est au-delà du plafond vert dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il fait partie du cloud, il est vraiment dans le cœur de l'État. Il fait partie du cœur de l'État, mais c'est pas la preuve qu'il fait partie du système. C'est un personnage qui n'a jamais été véritablement dans les petits papiers des gouvernants. Et il les fréquentait, il les croisait souvent. Mais il n'a jamais été intégré tout cela, probablement parce qu'il était catholique. D'ailleurs, les francs-maçons l'ont approché. Et il a refusé auprès des francs-maçons en disant que l'évangile lui suffisait, qu'il n'avait pas besoin de la maçonnerie. Ce qui n'était peut-être pas un argument assez fort, mais enfin ça c'est ce qu'il a dit à l'époque. En tout cas, il était refusé pour le rendre ministre 4 fois. Donc il n'a jamais été totalement intégré en fait dans ce système. Et d'ailleurs, personne ne le connaît. S'il avait été du système ou s'il avait été promu, on connaîtrait un petit peu, personne ne sait qui a été mon père. C'est ça, c'est toujours ça. On est toujours à droite ou à la gauche de quelqu'un et on est toujours le méchant de quelqu'un. Bon, en attendant, personne ne bouge, il se passe rien et puis le pays continue à se casser la figure. Soissons et Daillet se rallient aux socialistes. C'est au moment où pour Soissons sort les affaires d'Auxerre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il est coopté par le fondateur du siècle, Georges Bérard-Quélin, qui est quand même le top du top de l'influence à l'époque. Il est coopté directement par Georges Bérard-Quélin au Club des 100, qui alors là c'est la crème de la crème. Si vous voulez, le siècle, il se lève le matin pour aller bosser, quoi. Au Club des 100, c'est juste, il passe un coup de fil, quoi. Et donc, il est quand même dans ces réseaux-là et il participe donc à la guerre de Croatie, mais en fait, il reste que 24 heures sur zone avec son frère. Là, c'est faux. J'ai déjà répondu. Hein. Donc vous revenez, je vous ai déjà répondu sur tout ça, vous revenez sur des erreurs. Je ne suis pas resté que 24 heures. J'ai fait plusieurs séjours et une fois, je n'y suis allé que 3 jours en réalité. Et ceux qui vous disent ça, ce sont des journalistes que j'ai emmenés en voiture en Croatie. Et donc ils ne sont restés là-bas que 3 jours avec moi. Donc c'est eux qui vous disent ça. J'ai eu des confidences de gens qui m'ont dit non, ils sont restés 24 heures, ils ont pris les photos, c'était une opération de communication. J'ai pas pris de photos parce que j'ai pas l'appareil photo et c'était pas du tout une opération de communication. Par ailleurs, elles sont où les photos? Montrez-les-nous. Si c'était une opération de communication, certainement que ça a dû sortir dans les journaux, etc. Où sont les photos? Moi, personnellement, j'en ai pas. J'ai qu'une seule photo de moi sur le front. C'est tout ce que j'ai qui a été prise par l'Est républicain, qui l'a fait paraître. Il ne me l'a pas envoyé. Hein. J'ai trouvé ça dans un canard qui était Paris Match ou l'événement du jeudi, je ne sais plus. Elle est où l'opération de communication? Dites-moi. Montrez-moi les photos que j'aurais utilisées pour faire ma promotion ou que mon père aurait utilisées pour faire sa promotion. Vous n'en trouvez aucune. Son père, et on retrouve à l'époque des articles mes fils en Croatie dans l'événement du jeudi. Confusion, cet article est sorti après que je sois rentré de Croatie, une fois que mon père a eu vent de cette affaire. Vous pouvez vérifier, c'est une question de chronologie, vérifiez bien la chronologie. C'est quelques temps après, quand ils ont appris, comme mes parents ont appris, comme mon père a appris, par l'Est républicain qui a fait une photo de moi sur, que vous avez vu là, sur le front. L'Est républicain, je lui ai fait promettre de ne pas faire d'article, on discutait ensemble, et il prend une photo à ce moment-là, et je lui dis monsieur, vous ne publiez rien en France, je ne veux pas que mes parents le sachent. Maman était déjà malade et je ne voulais pas que ça se sache. Et j'étais d'une naïveté accablante, parce qu'évidemment, il n'a pas tenu parole, et il a fait son article. Donc aussitôt, mon père a été attaqué au Parlement, puisqu'on lui a dit, à l'époque, il y avait, c'était Dumas. Dumas disait à l'Assemblée nationale « Messieurs, aucun Français n'irait mourir pour ces tribus balkaniques ou pour la Croatie », quelque chose comme ça. Et donc quelqu'un dans l'Assemblée dit « Si, il y a quelqu'un ici dont les enfants sont en train de se battre pour la Croatie ». Donc mon père a été convoqué par le ministère pour se justifier. Et donc il a dû se justifier, et donc il a pris radicalement cette position en faveur de la Croatie. Il a même créé, il me semble, ou rejoint, mais je crois qu'il l'a créé, la... le groupe d'amitié parlementaire France-Croatie. Dans VSD et dans une certaine presse de droite, puisqu'il y a même une interview de Rémi Daillet à ce moment-là dans Présent, et une de son père dans Minute. Donc en fait, alors c'est intéressant juste de dire un mot de Présent quand même. Oui, parce que seuls ces journaux voulaient bien parler de nous et de notre affaire, parce que ça nous mobilisait beaucoup, on voulait beaucoup se battre pour la Croatie. Et il y a un seul journal qui n'était pas de droite qui ait parlé en bien de cette affaire, c'était Libération, bizarrement. Libération a été le premier à dire
Avec, après Présent et après bien d'autres, hein, mais Présent, c'est évident qu'ils avaient compris les choses tout de suite. Mais Libération était le seul journal de l'établissement, si je puis dire, de gauche, à comprendre que les Croates devaient être défendus. En tout cas, étaient victimes de quelque chose de la guerre qui se pose. Le fait que ce soit publié dans Présent, c'était probablement dû à l'influence américaine dans la rédaction de Présent. Pas du tout. Présent, il n'y a pas d'influence américaine à ma connaissance. Et mon père n'avait aucune relation avec Présent, sauf que je lui ai fait faire quand même un interview, mais mon père se tenait très à distance des milieux nationalistes. Le biais principalement de Alain Sanders, Alain Potier. Je ne jamais caché par ailleurs. Je n'en ai jamais caché, mais je pense qu'il faut préciser parce que là, on a quand même une connexion qu'on peut presque appeler gladio. C'est-à-dire qu'on voit des relations avec... Oui, ça c'est... La mythologie, c'est typiquement soralien, ça. C'est de vouloir chercher des connexions absolument partout. Non, il y avait... Personne ne débarquait à Présent pour parler comme l'Amérique. Et d'ailleurs, Présent a toujours été un journal qui était, je crois, dans une très très bonne lignée intellectuelle, en se battant beaucoup contre la banque apatride. Donc, pour moi, pas de difficulté de ce côté-là. Une certaine extrême droite anticommuniste. Les Serbes étaient communistes et qu'il fallait rallier la droite catholique derrière les Croates. À une époque où, je rappelle, Golnadel défendait les Serbes, Finkielkraut défendait les Croates et Bernard-Henri Lévy défendait les Bosniaques. Voilà, donc on est dans ce contexte-là. Et lui... Vous avez remarqué, ce Poupard, il dit, à une époque où, je le rappelle, il parle exactement comme Soral. Hein. Il y a donc un effet de mimétisme chez eux. Ce qui est très frappant, en fait, dans tout ça, c'est l'abaissement du niveau intellectuel. Je crois que, hélas, le niveau est en train de baisser énormément. On n'a plus du tout cette espèce d'intelligence qu'il y a pu y avoir, bon, bien sûr, jadis dans les journaux de droite et dans les organisations de droite, à l'époque de Maurras ou autres. Il y avait un niveau intellectuel extrêmement brillant. Ils sont très loin, nos anciens. Intellectuellement, on est quand même très très loin de ce qu'on avait, par exemple, à présent, avec des Jean Madiran, avec Alain Sanders, qu'on a nommé, qui avait une intelligence pétillante. Des gens comme Rémi Fontaine, de Jeanne Smith aussi, qui a travaillé. Et puis ailleurs, il y a eu des journalistes comme Marcel Clément, Marcel Clément, c'est ça, Daniel Amiche, Yves Chiron, des gens encore comme Ronald Sécher, qui existe toujours. Et puis l'excellent Jérôme Bourbon, qui est formidable, qui a une plume superbe. On avait jadis des Léon Daudet, des Charles Maurras, des Jacques Bainville, des Rebattet, des Paul Claudel. Bon, c'était quand même autre chose intellectuellement. Je suis consterné de voir à quel niveau on a pu tomber. C'est le règne de l'idiocratie, c'est terrible. Et là, on tombe vraiment dans la vulgarité. Et puis du procès du type marxiste-léniniste à Lacan. C'est très très médiocre. Hein. Je suis très frappé de ça. J'ai connu Soral... Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. J'ai connu Soral le plus brillant intellectuellement. Ça tombe très bas. C'est très regrettable tout ça. La quasi-totalité de la presse française était pro-serbe. Le patron de l'information pour la question yougoslave à l'époque, c'était un certain monsieur Jivadinovic, dont je me souviens très bien, et qui n'avait de cesse de défendre, qui était serbe, et qui n'avait de cesse d'attaquer la Croatie et de défendre le point de vue de l'AINA yougoslave de monsieur Milosevic, et qui nous parlait des oustachis, du retour des fascistes en Croatie, etc. La Croatie était de fait victime d'une agression de la part des Serbes de l'AINA, qui était une armée yougoslave. L'armée yougoslave, c'est serbe monténégrin. Et donc cette agression est évidente. La guerre, elle se déroule en Croatie, elle ne se déroule pas en Serbie. Et donc elle est provoquée par l'armée yougoslave, aidée, soutenue par l'Occident et la France en particulier. Donc il y avait des avions, moi j'ai fait une petite enquête comme ça à l'époque, sur le terrain, hein, pas seulement comme ça virtuellement. Donc des avions décollaient de Villa-Coublay et allaient alimenter Belgrade en armement. Et par ailleurs, toute la presse française, à part Libération, Présent et quelques journaux marginaux dans le paysage, tout le monde défendait la Serbie contre la Croatie. Tout le monde, parce que les Français traditionnellement étaient proches de Tito, étaient proches du régime de Tito, pour signifier d'une certaine mesure une distance vis-à-vis de Moscou, tout en manifestant aussi, depuis longtemps, une certaine distance vis-à-vis des États-Unis. C'était un moyen d'avoir un clan médian dans les Balkans. Or, la Yougoslavie, c'était une abomination. Il est sur, effectivement, on sent que le père est sur un agenda bien précis, et Rémi Daillet va faire carrière intégralement. Non, pas du tout. Mon père n'était pas du tout sur un agenda précis, et je ne fais carrière sur rien du tout. En aucun cas, mon père et moi... D'ailleurs, nous n'échangions pas à ce sujet, on ne parlait pas. Mon père faisait son travail, on se voyait peu, il travaillait beaucoup, il voyait peu ses enfants. Et donc, il n'y avait aucune coordination entre nous. Et ça, je le jure devant Dieu. Aucune coordination entre nous.
Il a fait ce qu'il a pu de son côté à l'Assemblée et c'était bien. Il est venu, une fois ou deux, nous l'avons invité à venir faire des speeches à une association que nous avons créée à Paris en défense de la Croatie. Solidarité France-Croatie, ça s'appelait, donc il est venu une fois ou deux. Il a été d'ailleurs le parrain de l'association, mais pour le reste, il faisait sa vie à l'Assemblée et c'était totalement sans lien avec ce que je faisais moi. Alors, ce qui est marrant, c'est sa formation initiale, c'est l'acteur studio. C'est-à-dire, il est formé par Mesguich à l'American Center. Pas du tout, je ne l'ai jamais croisé. Il y a encore une erreur de votre part. À la comédie. L'American Center, c'est un centre, c'est pas directement géré par les Américains, c'est un centre culturel de la Fondation Rockefeller. Ah tiens, vous faites marche arrière là-dessus. Donc le centre américain, j'étais dans le centre américain, je vous ai déjà répondu, hein, donc c'est-à-dire que vos enquêtes, vous les faites, mais vous vérifiez pas quand même les réponses. Hein, c'est pas très sérieux tout ça. Donc j'ai pris des cours, c'est une des premières choses que j'ai faites dans ma vie, j'étais comédien quand j'étais jeune. Donc je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit dans ce cours qui était dispensé par un professeur dans les murs de l'American Center avec lequel nous n'avions aucune autre relation que ça, aucune relation, nous n'avions aucun droit à circuler comme nous le voulions, enfin on pouvait circuler dans le bâtiment, mais nous n'étions pas membres de l'American Center, quoique j'avais une carte, officiellement, vous êtes membre de l'American Center, mais vous êtes, si vous voulez, c'est exactement comme... Enfin, un peu de choses près, juridiquement, c'est comme la Sorbonne, la Sorbonne dans les murs de Dauphine. Les murs hébergent, mais j'étais pas American Center, j'étais l'élève de ce prof qui louait cette salle dans les murs de l'American Center. Et qui, sans doute, ça lui faisait une certaine pub, parce qu'il pouvait dire je suis prof à l'American Center, ce qui était peut-être une communication. Mais Mesguich, jamais vu et aucun rapport avec moi. Et qui était dirigé par Judith Pizarre. Et à l'époque, le prof de théâtre à l'American Center était Daniel Mesguich, qui est un type un peu mégalomane, qui fait des mises en scène dans le théâtre subventionné, genre il te fait Don Juan en cuir, après il te fait... Vous perdez votre temps là. Je sais pas quoi, l'école des femmes en cuir. De la communauté. Alain ? De la communauté, il faut quand même le rappeler. Pizarre, Mesguich, c'est la communauté, intégralement. Donc, c'est ça. On est quand même dans une extrême droite qui n'est pas du tout antisémite. Hein. Ouais. Donc il est là-dedans, mais en même temps, il... Ah bah c'est bien, merci de le dire. On est dans une extrême droite qui n'est pas du tout antisémite. D'abord, M. Sorel, il faut l'apprendre à parler. Et puis ensuite, en effet, vous-même vous dites que vous n'êtes pas antisémite, vous dites que vous êtes antisioniste. Il y a un peu de logique. Il fait que quelques doublages de films. Ensuite, il apprend vaguement le japonais. Il se recycle, il prend un château de sa famille qu'il administre en... Je ne me recycle pas. Je vous signale qu'il y a eu des inondations catastrophiques en 1992 et c'est ce qui m'a décidé à partir là-bas. Et je raconterai mes aventures un jour. Mais il a fallu aller à Vaison-la-Romaine le 22 septembre. C'était le 20 septembre des inondations 92. En chambre d'hôte. Alors c'est un gros château, c'est assez beau d'ailleurs, c'est à Vaison-la-Romaine où il y avait eu la fameuse inondation là. D'ailleurs, il gère ça avec ses frères, hein, c'est géré en famille. Non, c'est moi qui ai commencé tout seul, j'ai dû m'en occuper tout seul et puis ensuite, effectivement, mes frères m'ont rejoint pour essayer de faire une équipe, enfin nous rejoindre pas sur place, mais de loin, ils essayaient d'aider, ils ont aidé en gérant, en apportant parfois des fonds sur fonds personnels, hein, exclusivement, je le répète, enfin je le précise. Et en même temps, il commercialise des savons bio. Alors, il a l'air un peu mégalo et un peu velléitaire dans son truc. Je trouve que c'est des traits de caractère qui ressortent et je vais dire pourquoi. On sent que là aussi, hein, on sent l'intervention du père quand il devient secrétaire de la... Mais aucun rapport. Alors, je suis mégalo en vendant des savons. Je trouve que c'est un métier plutôt humble. Section du Modem. Alors là, on fait un bond on passe de 92 à 2008. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Je ne sais pas. Bon. Donc ça fait quand même des vides abyssaux dans votre biographie. Ensuite, le Modem, j'y vais sans aucunement l'aide de mon père. À Toulouse. Donc c'est quand même une vraie section pour le Modem. Je veux dire, il a ses chances de faire une vraie carrière politique. Juste pour rappeler, parce qu'il faut Ah oui, et je ne l'ai pas faite, vous le remarquez. que les auditeurs comprennent bien la géographie politique à laquelle on a affaire. Le centrisme est très puissant dans le sud-ouest. Je rappelle que François Bayrou, ainsi que le sympathique basco-béarnais Jean Lassalle sont dans le sud-ouest. Hein, et que tout le... Oui, bah alors là, c'est que vous connaissez vraiment rien au Modem, parce que je peux vous dire que Bayrou a très très peu d'assises locales, et Jean Lassalle relativement peu aussi, hélas d'ailleurs, parce que c'est un personnage bien sympathique. Toulouse, Lourdes, c'est des villes des centristes comme Douste Blazy et également celui qui deviendra plus tard le patron du CSA, Dominique Baudis. Donc ce sont des terres centristes. Ce ne sont pas des terres centristes, ce sont des terres socialistes. Vous ne connaissez pas bien la question. Il y a quelques personnages du centre, mais moi je n'ai aucun lien avec eux, je ne les aime pas, ces gens-là, à part Lassalle, que je trouvais assez sympa. Mais les autres, j'ai jamais eu de lien aucunement avec eux, et je peux vous dire qu'ils ne cherchaient aucunement à aider un personnage comme moi. Baudis, je n'avais pas une idée très précise du personnage, on ne l'a jamais vu, de toute façon il n'était déjà plus à Toulouse au moment où j'étais au Modem, il était parti à Paris. Et Douste Blazy, je ne l'ai jamais vu non plus, jamais rencontré. Douste Blazy, personnage immigrationniste, exactement le morphotype du politique que je détestais.
Preuve de l'ineptie de ce que vous dites d'ailleurs, c'est qu'aucun de ces personnages, ni aucun autre d'ailleurs, n'a pris position en faveur de moi lorsque j'ai fait ma grève du froid. À part bien sûr des citoyens de tous les jours. Regardez bien, si je faisais partie du sérail une fois de plus, il y aurait eu prise de position, ils auraient fait mousser ça, ils m'auraient fait monter. Aucunement. Et personne de cela n'est venu me voir pendant que je faisais ma grève du froid à Molex. Voilà, exactement. Et donc là, il a une vraie chance de faire une carrière politique. Tu vois, tu te dis, bon, il a les réseaux, tu sens qu'il n'est pas là par hasard, machin. Et non, j'ai pas les réseaux. Parce qu'à cette époque-là, je suis seul. Je travaille dur et je n'ai d'aide de personne. Et ça, c'est une constante dans ma vie. D'aide de personne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne reçois pas d'aide. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve dans une situation difficile. D'ailleurs, à l'époque, quand je faisais la politique, nous vivions avec 600, 700 euros par mois. 600 euros par mois, avec 5 enfants. Et en même temps, il flingue tout. C'est-à-dire, il se fait virer du modem. Alors là, j'étais halluciné parce que... Non, je ne me suis pas fait virer du modem, je l'ai reprécisé hier dans une réponse à BFM. C'est moi qui suis parti du modem. J'ai fait condamner le modem qui a tenté de m'exclure et qui a fait un congrès fallacieux. Et je suis parti par moi-même. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Il se fait virer du modem pour espionnage. Faux, hein, puisque je l'ai déjà expliqué. J'arrive au congrès, je dis à Bayrou, je vais enregistrer. Je lui présente, hein, il y aura des témoins. Je présente mon enregistreur, je dis, Monsieur Bayrou, je souhaite enregistrer ce congrès. Et il dit, non, pas d'enregistrement aujourd'hui. Alors je dis, bon, bah très bien. J'ai remis à ce moment-là l'enregistreur à une personne tierce, et donc je n'ai pas pu enregistrer, et je ne l'ai pas enregistré. Et c'est après les événements, comme il voulait se débarrasser de moi, qu'il a prétendu que j'avais tenté d'enregistrer, d'espionner le congrès. Donc il se fait virer de chez Bayrou pour espionnage. Ensuite, on le retrouve en DR. Faut préciser. Espionnage parce qu'il enregistrait en cachette les brainstorming, c'est ça? Voilà. Ouais, non, vous êtes mal informés, les gars. Vous êtes légers, là. Voilà, c'est ça, Donc exactement. sans doute que c'était pour les filer à la concurrence. Hein. Donc il y a un côté quand même Bon, oui, sans doute, oui. petit mec placé en mission pour faire des... Il me fait penser à du Lee Harvey Oswald de province, tu vois ce que je veux dire? Mec à moitié malin, à moitié con, à moitié manipulé, à moitié manipulateur, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là, il a le même genre de physique. Le Lee Harvey Oswald, rappelez-vous. Moi je regarde son regard, je regarde ses prestations, je pense tout de suite à Lee Harvey Oswald, tu vois. Et alors, en plus, il y a des trucs bizarres. Donc il devient brièvement DRH d'une société de gardiennage en région parisienne. Enfin, ça c'est un peu absurde, mais surtout, il est graphomaniaque. C'est-à-dire que pendant toute sa vie... Non, je commençais à zéro, j'ai commencé comme vigile. J'ai fait quelques vacations en tant que vigile, et puis les contrôleurs me disent, monsieur, vous n'avez rien à faire à ce poste-là, on va vous donner une responsabilité. Je me trouve dans un bureau, ça dure 1 an, et puis dans un bureau on me dit, au bout d'1 an, bah, monsieur, vous travaillez bien, donc vous allez prendre un peu plus vous êtes responsable de secteur, ou quelque chose comme ça. J'ai une responsabilité au sein des bureaux, quoi, et puis je trouvais ça horrible, absolument affreux, terrible. Et puis finalement, j'ai encore une fois de plus dit au directeur que je voulais m'en aller, et là il m'a proposé de rejoindre les ressources humaines. Donc voilà pour le parcours en l'occurrence. Donc là aussi, très difficile parce que j'en pouvais plus. J'étais payé, ça j'étais content, et ma famille aussi. Mais j'étais mieux payé que je n'avais jamais été. Mais malheureusement, je ne supportais pas cette situation. Et aucune aide, là non plus. À part ce patron et le gars qui m'a embauché, avec qui j'ai gardé une très bonne relation, ancien policier d'ailleurs. Gars superbe, inquiété par la justice lui aussi. Et ce patron, eh bien, je lui en ai été gré tout autant, pour autant qu'il ait vécu, parce qu'il est mort depuis. En tout cas, je l'ai beaucoup remercié parce qu'il m'a sorti d'un sale pétrin. Toutes ces années, il écrit un bouquin de 1600 pages. J'avais fini d'écrire depuis déjà des années. Qui va finir par auto-éditer, qui s'appelle Reinhard Tarkan. Et il le publie, d'ailleurs, il ne le fait pas trop apparaître dans sa bio, sous le pseudonyme de Max Montgomery. Et je vous invite, je ne sais pas si le site est toujours... Mais j'ai pas fait ma bio, donc je risque pas de le faire paraître dans ma bio, je n'ai jamais fait ma bio. Je vous remercie au passage de me faire la grâce de dire que je ne me fais pas de pub sur mon livre, j'aurais pu m'en servir, et certains d'ailleurs ont prétendu que c'était le but de l'opération. Vous voyez que j'ai été assez discret à ce sujet. Sur Internet, en tout cas moi je l'ai archivé, c'est un site Internet donc, qui est destiné à faire la promotion de Max Montgomery, auteur du grand roman du siècle Reinhard Tarkan, et il a inventé du grand roman Le siècle des hommes sans Dieu, Reinhard Tarkan. Le siècle des hommes sans Dieu, c'est le tome 1. Ne dites pas que j'édite le roman du siècle. Des citations d'auteurs pour faire la promo du bouquin, mais alors c'est drôle. Oui, absolument. Quoi. C'est du type, je sais pas quoi, un ouvrage remarquable, Jean d'Ormesson, oui. Décapant, Jean Raspail. Oui, absolument. Et je vous produirai les lettres si vous le voulez. Comme ça, enfin, c'est vraiment assez drôle. Et là, on se dit, bon, le type est à la fois mégalo et mythomane. Non, monsieur, je ne mens pas. Rappelez-vous bien ça dans votre tête. Je ne mens pas. Et ceci, c'est strictement exact. Donc, je trouverai dans mes archives ces documents et vous verrez qu'une fois de plus, vous vous êtes trompé. Et puis ensuite, il se fait virer par Farida Belgoul des journées.
Enfin, ouais, j'ai déjà répondu. Bellegoul, vous allez sur le site, vous irez voir, c'est elle qui vient me chercher. Je m'aperçois assez vite du problème. Nous avons un incident au sujet de Soral, d'ailleurs, je vous le rappelle. Soral retrouva dans ses mails, parce que moi je les ai encore, les emails, que j'ai pris sa défense face à Bellegoul, qui était une caractérielle caractérisée, si je puis dire. Et donc, elle n'a pas supporté, elle s'est mise en rogne. Moi, je ne voulais pas tellement faire partie de son... Enfin, je faisais partie de sa FAPEC, que j'ai jamais rien signé. Elle m'a proposé de diriger la section éducation, et ça ne m'intéressait pas. Et je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps, j'avais déjà beaucoup de travail, et elle voulait ramener en fait les gens de l'école à la maison dans sa FAPEC pour en tirer le plus de profit possible. Ça m'intéressait d'avoir ce monde-là. Et... pourquoi pas, à l'origine ça ne me dérangeait pas essentiellement de communiquer un peu, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais pas tout à fait sûr des choses et bien m'en a pris parce qu'effectivement elle s'est révélée être un personnage assez odieux. De retrait de l'école, et puis maintenant il est installé en Malaisie, alors j'ai regardé, c'est sur une île. Quel raccourci! Et en fait il a des tas de sites où il vend des conseils pour s'installer à l'étranger, alors il vend des conseils... J'ai pas de tas de sites en l'occurrence, et qui plus est, ils viennent de subir une énorme attaque. Donc là, une fois de plus, si j'étais du système, mes sites ne seraient pas au point mort aujourd'hui. Je ne peux plus avoir le moindre inscription sur aucun de mes sites. Et ils m'ont tout coupé. Et mes vidéos sont toutes mortes, donc je suis obligé de refaire les choses. Et 2 personnes qui travaillent avec moi se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Alors on va travailler pour refaire les choses, et je vais les payer en attendant qu'on mette les choses en place, mais leur travail et leur revenu est menacé. En tout genre, si vous voulez vous installer à l'étranger pour faire l'école à la maison, etc. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est tranquille sur son île en Malaisie, il fait de la sous-location de biens. Honnêtement, je pense Non, je ne fais pas de sous-location de biens, pas du tout. que c'est n'importe quoi, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, tous les naïfs qui mettent leurs coordonnées, eux, ils se font choper, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent, le gouvernement appelle la lutte Tous les naïfs se font choper, monsieur, il faudra en faire la preuve. Aucun n'a encore eu le moindre souci à ma connaissance. contre le séparatisme, alors que c'est en fait c'est les élites qui ont fait sécession, c'est ça qui est important à comprendre, et que dès lors on ose critiquer la sécession des élites, on se fait accuser de séparatisme, c'est ça l'idée qui est importante, et que lui, de toute façon, de par sa géolocalisation et de par ses appuis dans la technostructure, il lui arrivera jamais rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors moi, je voudrais juste dire un mot sur l'école à la maison, Bah, pas de chance, la preuve. Il y a un mandat d'arrêt international contre moi. parce qu'en fait, Rémi Daillé, sa principale fonction, ça va être ça, c'est un pot de miel, il va servir Ça fait beaucoup de faux pas. à justifier les lois en vue de l'interdiction totale de l'instruction en famille. Il a tenté d'infiltrer une émission de RFM. Alors ça, c'est ce que prétendent des groupes extrémistes d'IEF. Ils prétendent que c'est mon action qui va amener l'interdiction de l'école à la maison, alors que je me bats contre cette interdiction. J'ai été l'initiateur d'un combat là-dessus, et c'est le contraire. C'est moi qui me bats le plus, je pense, puisque la plupart des gens baissent leur garde. D'abord parmi ceux qui prétendent que je serais quelqu'un qui combattrait et amènerait la perte de l'école à la maison, que j'ai quand même en grande partie édifié. Donc ce serait détruire mon œuvre, en fait. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont des subventionnés de l'État. Déjà, ce que je n'ai jamais été. Et par ailleurs, le combat, c'est un combat qui n'est pas seulement un combat de défense selon la loi, c'est un combat aussi pour l'édification des enfants, car il s'agit de faire des générations d'enfants éduqués. Et ça, vous l'oubliez un petit peu. Vous faites votre petit truc entre mecs sans enfants, là, obsédés par la chose politique. Vous ne voyez pas l'intérêt de la nation. Le système veut la mort de l'école à la maison. Ce n'est pas en disant les gens qui y résistent condamnent l'école à la maison. C'est un aveuglement. L'école à la maison est condamnée par ce système et par Macron qui souhaite faire cette loi. Et donc je réagis contre tous ceux qui prétendent que je serais responsable de la disparition de l'école à la maison, n'ont aucune espèce de réflexion sur le sujet. Ils n'observent pas les choses telles qu'elles sont. L'école à la maison est menacée, non pas par moi, mais par le gouvernement qui veut y mettre un terme et qui veut détruire cette liberté. Qui était consacrée à... Donc c'était une libre antenne consacrée à l'école en famille, ou l'instruction à la maison si vous préférez. Il a publié unilatéralement cette émission qu'il avait enregistrée par devers lui, en abus total par rapport à, je veux dire, au contrat moral qu'il avait passé avec les animateurs de la libre antenne, qui n'avaient pas publié ce passage de l'émission, parce qu'ils ont décidé de l'écarter après s'être aperçu de qui il était. Donc c'est une chose qui en plus était utilisée par la suite sur les réseaux sociaux pour essayer de nous compromettre. Et je pense que cet exemple-là donne la suite de ce qui pourrait se produire sur l'ensemble. De quoi vous parlez ? Donc c'était une libre antenne consacrée à l'issue. Et de par ses appuis dans la technostructure, il lui arrivera jamais rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors moi je voudrais juste dire un mot sur l'école à la maison, parce qu'en fait Rémi Daillé, sa principale fonction, ça va être ça. C'est un pot de miel. Il va servir à justifier les lois en vue de l'interdiction totale de l'instruction enfant. Pot de miel, ça n'a rien à voir. Pot de miel, c'est les gens qui attirent à eux. Famille. Il a tenté d'infiltrer une émission de RFM. Alors ça, c'est admirable. RFM, c'est eux qui m'ont contacté pour faire une émission, une interview, qui existe, que j'ai publiée d'ailleurs. L'interview a eu lieu, elle existe donc sur la page réponse du site. Interview tout à fait classique, il n'y a pas d'infiltration dans une émission. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Ça n'a aucun sens.
Enfin, monsieur K, je pensais que vous étiez quelqu'un de raisonnable, bon père de famille. Vous dites vraiment des niaiseries. À qui voulez-vous faire gober ce genre de choses? Comment infiltrer une émission d'ER? Dites-moi comment on fait. Vous avez vos émissions, je pense pas que n'importe qui puisse rentrer dans une émission. Je comprends pas. Qui était consacré à... Donc c'était une libre antenne consacrée à l'école en famille. Donc vous irez voir, cette interview, elle est excellente. Ou l'instruction à la maison, si vous préférez. Il a publié unilatéralement cette émission qu'il avait enregistrée. Oui, parce que Soral ou je ne sais qui refusait qu'elle soit publiée, alors que j'y ai passé 1 heure. Hein, donc je n'aime pas qu'on abuse de mon temps. Donc ce que je dis, j'en dispose. Et je vais donc publier. Et votre censure d'ailleurs n'y pourra rien. Et je me rends compte maintenant que l'ER, c'est de plus en plus apparemment le BFM TV de la dissidence. Enfin de ce qui s'auto-proclame la dissidence. Il va falloir remettre tout ça un petit peu d'aplomb. Vraiment, je vous conseille de réfléchir à tout ça et de vous demander ce que vous êtes en train de faire. Parce que entre vous et BFM, je vois pas de grande différence aujourd'hui. Par devers lui, en abus total par rapport à, je veux dire, au contrat moral qu'il avait passé avec les animaux. Je n'ai jamais passé de contrat moral disant que cette émission ne serait pas publiée, monsieur. La moralité, si vous savez ce que c'est l'engagement, entre autres, l'engagement par rapport à une parole donnée. Animateur de la libre antenne qui n'avait pas publié ce passage de l'émission parce que... Quel passage à l'émission? J'ai publié toute l'émission, j'ai pas le temps de regarder quel mot il faudrait retirer et quelle censure il faudrait y avoir. Surtout si vous ne me faites pas une demande explicite de retirer tel ou tel passage. Vos gens m'ont demandé de ne pas publier cette interview et ils ne m'ont pas donné une réponse valable. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de publier une interview qui a été faite 2 mois par vous, dans laquelle je ne fais qu'exprimer des points de vue qui n'engagent strictement personne d'autre que moi. Qu'est-ce que c'est que cette censure? Ils ont décidé de l'écarter après s'être aperçu de qui il était. Foutaise, il s'est strictement rien passé entre le moment de l'émission et le moment où il refuse. Il n'y a aucun fait consistant. Il savait très bien déjà que j'avais fait ma déclaration. Oui, ma petite puce, on va venir. J'avais déjà fait ma déclaration pour le renversement, donc je vois pas ce qui aurait pu se produire entre les 2 événements. Donc c'est une chose qui en plus était utilisée par la suite sur les réseaux sociaux pour essayer de nous compromettre. Et je pense que cet exemple-là donne la suite de ce qu'il pourrait se produire sur l'ensemble de l'instruction en famille. Et je crois que c'est le principal rôle de Rémi Daillé, c'est de compromettre non seulement les gens qui en ont un peu marre, là, qui sont un petit peu des gilets jaunes déçus, par exemple, et qui pourraient être tentés par des aventures plus musclées. Donc c'est d'abord les identifier, les ficher, et ensuite on dira... Je l'ai déjà dit, ils sont déjà fichés sur votre site. À vous, ERFM et EIR. Vous êtes certainement la première source de fichage de France. Alors arrêtez de nous bassiner avec ça. Si c'est ça qui vous empêche d'agir, ça s'appelle de la lâcheté. Être fiché n'est pas un problème, tout le monde est fiché en France. Si c'est ça qui vous empêche de vous battre, alors on voit quel genre d'homme vous êtes. Aussi bien pour interdire l'école en famille que pour interdire toute initiative vraiment libératrice par rapport au masque, au confinement, au couvre-feu. Vous êtes des plaisantins, messieurs. Parce que vous voudriez aller vous prosterner devant le trône de M. Macron pour obtenir le droit de survivre. Toute liberté est vouée à être condamnée dans ce pays. Si vous ne le savez pas, vous ne comprenez rien au système. Il s'agit de comprendre que nous allons de toute façon vers un choc irrémédiable. Soit c'est eux, soit c'est nous. Donc soit on se bat tout azimut, soit on sera reculé. Et c'est certainement pas en essayant de défendre, dans le cadre de ce régime, nos maigres libertés que nous allons les sauver. On dira, voilà, Rémi Daillé, le complotiste qui fomente un complot militaire contre la République, de la même façon. J'ai jamais dit complot. Je n'ai pas dit spécifiquement complot militaire. Je vous signale au passage qu'entre-temps, des militaires, et un grand nombre de militaires, ont signé une lettre adressée à M. Macron à 60 ans du putsch d'Alger. Du putsch d'Alger. D'accord? Vous croyez que le message, il n'est pas fort, là? Et je vous signale que là-dedans, il y a un certain nombre de nos militaires à nous, l'organisation de la résistance. Réfléchissez-y un instant. Façon qu'on a eu il y a quelques années, vous vous souvenez, les forces volontaires de France, là, avec un ancien commissaire de police qui avait à la fois des insignes maçonniques et un aleph autour du cou. Bah, trouvez ça sur moi. C'est typiquement un pot de miel préparé par l'État profond pour... Monsieur K, vous avez fait des émissions qui étaient intéressantes et bien charpentées, assez intéressantes en tout cas jusqu'à un certain moment. Là, vous me décevez beaucoup. Parce que vous dites beaucoup d'âneries. Ça discrédite tout votre travail. Interdire l'école à la maison, frapper ceux qui essaient de la défendre.
Et que lui en soit conscient ou pas d'ailleurs. Hein, Ça n'a rien à voir. Oui. Alain Soral. Oui, moi, ce qui m'avait choqué quand on m'a demandé si c'était sérieux, s'il fallait le suivre, bon, ben, j'avais dit, c'était la naïveté des gens qui posent la question. Mais moi, quand je suis allé voir son site, j'ai vu quand même qu'il insistait, et c'était le seul truc sérieux de son site. Vous avez vu, là, il y a un aveu de sa part, c'est qu'il dit la naïveté. Donc ça, c'est ce qu'il redoute le plus, Soral, parce qu'il a un orgueil absolument énorme. Et donc, il ne veut surtout pas s'enthousiasmer pour la reconquête de la France. Il ne veut pas y croire. Il ne veut pas que ce soit indépendamment de lui, indépendamment de sa mouvance, et il ne veut surtout pas croire que la France puisse se redresser. En fait, il n'aime pas la France. Soral n'aime pas la France, il n'aime pas la France et les Français. Il aime une certaine idée qu'il a du système, et sans ce système, il est foutu. Il est en train de nous le dire. Donc, vous voyez, le mot naïf, c'est très important à comprendre, parce qu'il y a un snobisme chez Soral, et un orgueil, et un besoin de surtout pas passer pour celui qui serait dupé, parce que lui, dupé, c'est pire que toute la France qui s'écroule. Le nombril de M. Soral et de ces gens-là est plus important que le sort des Français. Parce qu'il a fait première sommation, deuxième sommation, il en est à la 27e sommation. Non, les sommations, il y en a 3, monsieur. J'en ai fait 2. Hein, c'est qu'en fait, il incitait les gens à donner C'est décevant, hein, quand même. Le niveau est tombé bien bas. Hein. leur nom et leur adresse avec marqué « Je suis partant pour un coup d'État ». Pas leur adresse. Pas du tout. Bon, je rappelle que moi, j'ai été arrêté Et les noms, on met des pseudos. mis en garde à vue et on a tenté de me maintenir en détention pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire les gens qui me disent oui, vous dites aux gens d'être prudents, mais il faut se bouger. Oui. Ah oui, apparemment, c'est terrible. Vous avez été arrêté, vous avez bien à plaindre. C'est horrible. De toute façon, nous aussi, on peut être fiché quand on est sur votre site. C'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a des problèmes d'échelle et de palier. C'est que n'importe qui s'inscrit sur son site peut être arrêté du jour au lendemain pour atteinte à la sûreté de l'État. Et Ah bon? Donc des dizaines de milliers de personnes qui sont sur un site peuvent être arrêtées au nom de la sûreté de l'État. Ben, cela veut dire que vous êtes en dictature. Oui ou non? Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous pose problème là, en l'occurrence? Je ne comprends pas très bien. Les gens qui sont sur un site comme le mien savent qu'ils sont dans une opposition totale et absolue au système. Donc ils savent qu'effectivement, ils sont dans un système policier où tout le monde peut être arrêté. Mais vous savez, il y a eu 8000 gilets jaunes qui ont été arrêtés déjà. Le fait de porter un gilet jaune, c'est avoir éventuellement des soucis. Et alors? Donc parce qu'on aurait des soucis, plus personne ne bouge, plus personne ne fait rien pour essayer de sauver ce pays. Ça s'appelle là aussi de la lâcheté. Et comme on ne demande pas l'adresse des gens et qu'on les encourage à prendre un email sur une plateforme relativement sécurité, de manière à ce que ce ne soit pas leur email usuel qui soit utilisé, au moins ils sont à l'abri, pour l'essentiel, de ce genre de choses. De toute façon, cette théorie selon laquelle les gens seraient arrêtés parce qu'ils sont sur un site est une grossière imposture. Les services, ils ont autre chose à faire que d'aller arrêter des gens qui sont inscrits sur des sites de ce genre. On n'est pas encore classé en terrorisme d'État, loin s'en faut. Au contraire, les choses sont en train de se dénouer et beaucoup de gens, dans les services ou ailleurs, je le suppose, nous soutiennent. Certains nous le disent ouvertement, enfin en tout cas en communication directe. Mais il est certain que du fait même qu'il n'y ait pas cette espèce de répression que vous imaginez, on voit bien que dans le système, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune envie, des flics par exemple, des policiers et des gendarmes, qui n'ont aucune envie d'aller chercher les gens parce qu'ils pensent que ces gens ont des raisons de penser ce qu'ils pensent. Vous êtes en train, en fait, d'essayer de décourager la résistance de se constituer. Voilà votre travail, et là, on pourrait se poser des questions. Quel est votre intérêt à dissuader les gens de se battre pour leur pays ? Et surtout, après, dans la presse, on a un réseau d'extrême droite qui pousse à la sédition. Je veux dire, c'est le même travail que fait l'État profond pour recruter des abrutis réislamisés qui se proposent de faire le djihad sur Internet et qu'on arrête et qu'on désigne comme terroriste islamique. C'est exactement le pendant chez les identitaires. Je veux dire, ce type, par bêtise, par mégalomanie ou parce qu'il est utilisé. Alors je sais pas. Vous voyez, c'est pour ça que je pense à Lier Oswald. On ne sait pas si Lier Oswald c'est un patsy d'une certaine manière. Il croit participer à une super opération de politique et il y participe, mais c'est pas celle qu'il avait compris. Et au bout, en fait, il est liquidé. Bon, lui, il sera. Ah oui. Quel scénario, c'est vachement intéressant ça. Puis c'est original en plus, hein. Franchement admirable. En fait, il envoie surtout des types au casse-pipe, et moi c'est pour ça que je me suis un peu énervé. Je me dis oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, etc. De toute façon, vous ne ferez rien par YouTube et par Internet, mais par contre, vous pouvez immédiatement être arrêté, et puis vous retrouver effectivement après dans la presse et faire du tort en fait à la mouvance nationaliste, à la mouvance identitaire, à cause d'un type comme ça qui est planqué en Malaisie et qui est un fils à papa. Je reconnais qu'il s'exprime très bien et qu'il écrit très bien, et que ce qu'il dit c'est très joli, et moi j'aime beaucoup, mais le problème après, il faut réfléchir d'où il le dit, qui il est, et quelle chance ça a. Mais alors Alain, si je m'exprime comme ça sur le fond, est-ce que je puis être du système? Y compris
inconsciemment, pourrais-je servir un système avec ce propos? Tu sais très bien que non. Tu le sais très très bien. Et tu sais très bien que je suis un indépendant et que je n'ai rien à voir avec le système. Tu le sais. Bon, pourquoi faire ça? Tu fais ça parce que tu as besoin de défendre ta vision des choses et ton image personnelle. Et ça, c'est un problème que je vais tout à l'heure faire une vidéo à ce sujet. C'est un problème grave. Parce que chaque individu met son nombril en avant, son analyse en avant, au détriment de l'intérêt général. Faites union et arrêtez ce genre de choses. Et je ne me suis jamais débiné. D'aboutir. Et en réalité, ce qu'il fait, il fournit à l'état profond des listes de gens qu'on peut arrêter quand on veut, ou aussi qu'on peut instrumentaliser dans des opérations de type, le type qui avait tiré sur Chirac, là, comment il s'appelait? Maxime Brunery. Encore une fois, le simple fait de penser de manière un peu divergente, dans ce cas-là, les gens qui vont sur des sites et qui ont lu Rissen, dans ce cas-là, on peut aussi, on peut traquer tout le monde. Les gens qui lisent les bouquins de, je sais pas, de Philippe de Villiers ou des gens, évidemment, ça peut déplaire au système. Et alors, on va ficher tout le monde, on va mettre tout le monde en prison. Plus on sera au contraire à se mobiliser, à créer des sites et à faire des choses comme ça, plus l'État sera face à un problème considérable qui est, je suis en train d'arrêter et d'inquiéter une masse trop importante de la population, ce qui va me disqualifier dans les cotations, les jugements internationaux. La différence qu'il y a entre vous, gens des villes français, là, qui avaient vécu de vos études et qui n'avaient rien fait de vos 10 doigts, et des gens de Solidarnosc, par exemple, en Pologne, c'est qu'ils disaient exactement le contraire de vous. Ils disaient, il faut qu'on soit si nombreux que la police ne pourra plus surveiller tout le monde. C'est justement cela qu'il faut le faire, c'est le contraire de ce que vous dites. Il faut être plus nombreux encore à souhaiter l'insurrection populaire, de façon à ce que la police soit débordée. Et c'est un moyen majeur pour faire plier un État que d'avoir une masse de gens, une énorme foule, une grosse majorité de gens qui décident de faire ce qui est interdit. À l'époque, Solidarnosc, Solidarité en Pologne, c'était de s'inscrire dans cette organisation et de militer et de manifester alors que c'était strictement interdit et qu'on risquait beaucoup plus que sous le régime républicain de M. Macron. Seulement, vous n'en avez aucune idée et je suis désolé de vous le dire, mais en l'occurrence, vous vous comportez comme des véritables couards. Alors vous allez me dire, oui, toi t'es en Malaisie, c'est facile de parler comme ça, mais moi je me suis jamais débiné, je le répète. Et je ne me débinerai pas, je serai toujours là pour assumer mes positions et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et vivre ton aventure, Alain, au poste de police, franchement, moi j'ai déjà été mis en examen. Si on n'est pas capable d'affronter ça et qu'on tremble à cause de cette expérience, excuse-moi, mais là c'est que tu es atteint par une certaine limite d'âge et que tu commences vraiment à trembler sur tes jambes. Il t'arrive quoi au poste de police? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils t'ont torturé? Ils t'ont tapé? Non, ils t'ont parlé, ils t'ont dit des mots. Ce sont des mots qui t'ont impressionné. Des mots, rien que des mots. C'est purement psychologique. Tes ancêtres ou nos ancêtres, ils ont pu subir un peu plus. Et des gens aujourd'hui dans le monde se font arrêter, se font torturer, subissent des choses. Par exemple en Palestine. Donc toi tu trembles pour une garde à vue. Enfin c'est quand même consternant. Là. Redresse-toi un petit peu, relève-toi. Redeviens un homme. Et arrête de propager cette peur et cette crainte du système. Maxime Brunery. Oui, Maxime Brunery qui est pareil. Et puis après les mecs se retrouvent avec une vie foutue en l'air. Alors je vous dis, on fait ça chez les mecs de banlieue réislamisés, de les faire monter dans des combines bidons, ça peut aller jusqu'à Mohamed Merah, mais ça peut aussi faire des types qui se retrouvent avec des gros ennuis que j'ai connus dans l'entourage de Dieudonné, des types qui vont pas arriver au niveau de Merah, mais qui ont eu même plein d'emmerdes, leur vie a été foutue en l'air. Leur vie foutue en l'air, pauvre chérie, mais enfin tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu sais qu'il y en a 65 millions des gens qui ont la vie foutue en l'air? T'es conscient du problème aujourd'hui ou quoi? Tu vis sur ton canapé? Oh, débarque un peu, le monde entier là est en train de vivre une terreur, et la France en particulier. Des millions de gens vivent ça, là. C'est pas le problème que ces gens ont eu avec la justice qui est un problème en soi. Qu'est-ce que tu nous fais, ma petite chérie? Quoi, c'est révolte à l'EHPAD? C'est bagarre à coups de déambulateurs? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on est en train de faire des amabilités au pouvoir et qu'on est en train de souhaiter qu'ils vont déguerpir en s'excusant? C'est pas en leur balançant tes poches de lit et tes sondes que tu vas les faire fuir, crois-moi. Je te rappelle que pour sauver l'armée française en déroute, lors de la bataille de la Moskova, et pour passer les différents fleuves, les soldats français ils se jetaient dans l'eau en sachant qu'ils allaient mourir au bout de 30 ou 40 secondes pour créer des pontons. Bon, non, c'est un peu autre chose que ta garde à vue, tu crois pas, non? Les gens qui se battent pour la liberté sont forcément confrontés à quelque chose. Il y a un combat, il y a forcément quelqu'un en face qui va répliquer. Qu'est-ce que tu crois? Tu débarques d'où, là? Enfin, c'est quand même consternant de voir des choses pareilles. Il y a une vraie souffrance dans le pays, dans le monde entier, spécialement en Occident, où il y a cette terreur de l'état profond. Je peux très bien entendre que des gens, effectivement, aient eu des difficultés et les mal supportés, et que c'est pas toujours très drôle, évidemment. Ça, je peux très bien le comprendre. Mais enfin, plutôt que de leur dire « vous avez beaucoup souffert, pauvre chérie », il faut peut-être plutôt leur dire « bravo, vous avez été les combattants de la liberté, si du moins c'est le cas ».
et plutôt les mettre en valeur en tant qu'hommes qui se sont opposés à un système, plutôt que de dire « Oh, mes pauvres petits, je vais vous assister, et puis je vais vous apporter des fraises tagada à l'hôpital parce que vous êtes vraiment mal portant. » Ce n'est pas la même étoffe, ce n'est pas le même discours. Soit on s'avachit, soit on se tient debout et on se bat. Aujourd'hui, il faut se battre, on n'a pas le choix. Si tu le refuses, si tu acceptes que tout le monde capitule, si tu encourages à la capitulation en race campagne, bah on n'y arrivera pas, c'est certain. Parce que accusé d'extrémisme, de radicalité, d'organisation, de préparation parce qu'aujourd'hui la loi permet d'arrêter préventivement des gens qui préparent soi-disant. Bah oui, mais alors ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des lois qui sont iniques, il faudrait se coucher et ne plus rien faire. Quelle est ta stratégie, toi, Alain Soral, pour reconquérir ce pays, à part être sur YouTube, comme tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, explique-nous. Un coup d'État ou même une opération de force, simplement parce qu'ils sont 3 couillons à échanger sur Facebook. Et lui, en fait, objectivement, la seule dimension sérieuse de son truc, si on enlève le côté poétique et le côté sympathique et le côté émouvant, c'est qu'en fait, il fait des listes de gens qui peuvent immédiatement être arrêtés. D'abord, je ne fais aucune liste. Et par ailleurs, les gens que j'ai en contact, je ne sais même pas qui c'est, puisque ce sont des pseudos, ce sont des emails qui sont sur des plateformes relativement sécurisées, comme je l'ai dit. Donc je n'ai aucune idée de leur identité. Mais j'ai plein de gens qui travaillent avec nous, on ne sait pas du tout qui ils sont dans la réalité, c'est pas le problème. Et puis par ailleurs, toujours ce discours qui est en fait celui que l'État voudrait que tu tiennes. En fait, objectivement, tu travailles pour l'État en tenant un discours comme ça. Tu démobilises les gens. Ou infiltrés, utilisés pour des opérations qui vont forcément in fine nuire à la cause nationale, nuire. Vous avez besoin, je pense que vous avez besoin de projeter comme ça dans votre imaginaire et sur la place publique, une surpuissance de l'État qui contrôle tout, qui tient tout, qui a des agents partout. Moi, j'en serais... Il y en a qui m'ont dit de toi aussi, tu serais un agent de l'État profond, en fait, parce que tu agis, tu pousses les gens dans l'antisémitisme, et donc tu amènes cette radicalisation de la population contre les Juifs, et donc ça amène plus de lois de rétorsion contre les Français. Tu vois, on peut retourner cette analyse contre toi, on peut dire exactement tout ça contre toi. Et donc tu es bien planqué, tu es en Suisse. Bon, alors, donc tout va bien. Et puis en fait, comme tu ne dis jamais des choses de manière trop radicale et que tu n'appelles pas comme moi au renversement, finalement tu risques pas grand-chose. C'est une garde à vue, mais il t'arrive rien en fait. Bon. Et en revanche, tu attires beaucoup de gens. Tu es un pot de miel dans ce cas-là. Et puis tu favorises cette répression de manière magistrale. Tu comprends ce que je te dis? À la cause identitaire et nuire même à la cause de l'école à la maison, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça l'analyse objective. Alors est-ce qu'il le fait exprès ou pas? Analyse objective, non. Analyse subjective. Soit il est trop bête pour s'en rendre compte, et soit s'il est plus intelligent, enfin aussi intelligent qu'il le prétend, c'est un salopard. Hein. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il m'est rentré dans la gueule, alors que moi au départ je sais même pas qui c'était, parce que je l'ai un peu démasqué. Et puis effectivement qu'on a fait le travail, parce que finalement... Je ne me suis pas permis de te rentrer dans la gueule comme tu dis, c'est toi qui commences par m'agresser. Je te réponds, je le crois assez posément, c'est toi qui m'agresses. Toujours le travail sérieux, comme je l'ai dit pour le Covid, c'est la chronologie. Hein. Les médiations, d'où il vient, de qui il est le père. Et il m'a dit à moi qu'il était en gros un héros de la lutte armée, parce qu'il est en photo en Croatie. Moi je suis allé en Serbie d'ailleurs. Je n'ai jamais dit que j'étais un héros de la lutte armée. Où est-ce que je t'ai dit ça? Où est-ce que j'aurais dit une chose pareille? J'étais déjà dans l'autre camp. Alors qu'en fait, il a passé 24 heures envoyé par son père. Enfin, je veux dire, c'est un bouffon intégral. Et moi, j'ai quand même l'habitude des hommes. Il a une tête de bouffon, c'est un bouffon. Et par contre, il peut être dans... Alors ça, c'est possible que j'ai une tête de bouffon. En tout cas, je suis resté longtemps en Croatie. Tu retrouveras tous les éléments chronologiques si tu cherches un peu. Et donc, tu te trompes. Dangereux pour d'autres gens, et moi mon boulot c'est de prévenir, c'est-à-dire voilà, vous mettez là-dessus comme sur une liste. Bah ton boulot c'est de prévenir, ton boulot serait peut-être de se battre aussi. C'est pas comme acheter un livre chez Contre-Culture, hein, de se mettre sur une liste de mecs qui somment l'État de se retirer sous menace d'un coup de force militaire. C'est-à-dire immédiatement vous êtes dans le... Regardez ce qui arrive en ce moment à Trump, parce qu'à cause de l'affaire du Capitole, hein, c'est du même niveau. Hein. Vous laissez 3 gugus rentrer, et derrière un mec qui est quand même président des États-Unis de se retrouver un jour à Guantanamo avec une communauté. Oui, mais sauf que le Capitole c'est une opération orchestrée entièrement par le camp adverse. Oranges, ou à l'hôpital psychiatrique. Les problèmes ont déjà commencé. Hein. Il y a un homme alors, qui était déséquilibré mental qui s'est rué dans une gendarmerie dans la ville de Dax en se réclamant de Rémi Daillé en disant que ça correspondait plus ou moins au projet. Alors évidemment, je ne dis pas que Rémi Daillé est responsable de tout ce que font les gens qui adhèrent à son projet, mais ce que je veux dire c'est que... Merci. On voit bien que déjà il y a des dingos qui commencent à s'activer et on va pouvoir nous mettre ça sur le dos à un moment donné. Parce que moi ce que je remarque c'est que quand il y a eu le forcené qui a tué 3 gendarmes, dans la croix il y avait marqué qu'il était survivaliste et que c'est Soral qui avait introduit le survivalisme en France. Ben alors il a fallu que je fasse une lettre d'avocat pour demander qu'il rectifie. Donc moi je sais que je suis pourchassé violemment par l'État. Hein. Bon, ok. Donc on est exactement dans la même situation. Et que lui, il lui arrive rien, mais que par contre les conneries dont il est responsable, on essaiera de me les mettre sur le dos. C'est pour ça que... Bah il m'arrive rien, je sais pas quand est-ce que tu dis ça, mais je te signale que j'ai un mandat d'arrêt sur le dos, international. Donc moi ce que je te suggère c'est qu'on en parle de vive voix et qu'on remette tout ça à plat. Parce que je pense que là tu es parti sur un postulat faux et je te demande, dans la mesure où tu le peux, et où tu es sincère, et si tu ne l'es pas, ne réponds pas, surtout, je te demande de réfléchir à cette question et de te dire, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des illusions,
de me forger tout un scénario alors que je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments. Tout ce que tu me racontes là, il n'y a aucun élément sérieux. Ça. Moi, je peux aussi chercher ta sœur, je peux aller chercher ton père, ton grand frère, je peux dire oui, ta sœur a été compromise dans des histoires absolument épouvantables, on sent bien les connexions, on a affaire à l'état profond. Là, on sent qu'il y a des milieux, des réseaux pédocriminels, etc. Parce que ta sœur est comédienne, je crois. Hein, et Béatrice Dalle aussi, elle est comédienne, et en plus elle est anthropophage. Donc, Soral et l'anthropophagie, ça va jusqu'à quel point? Tu vois, on peut dire ce genre de conneries, et tu sais très bien que ça n'a aucun sens. Donc je te demande solennellement de revenir sur une position viable, de t'en tenir aux faits, et surtout de songer à l'intérêt commun et à l'intérêt de ton pays. Que moi je dis à un moment donné, d'ailleurs ça me concerne, parce que c'est à cause de ce genre de type, et de ce qui fait qu'à un moment donné ça peut attirer des ennuis à ce qu'on fait nous, alors qu'on fait bien attention nous, à faire ce qu'on peut faire et pas plus, et pas mettre les mecs en danger, pas envoyer les gens au casse-pipe. C'est là le problème, c'est que tu fais bien attention, en effet, mais tu vois que ça n'empêche pas la descente du pays. Et pas vendre du rêve, hein, voilà, parce que pareil, Quanon, au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi c'était marqué un grand cul, parce qu'à la fin, on l'a dans le cul, hein, c'est ce que j'ai peur de constater d'ici une dizaine de jours, quoi, et que c'est pas sans conséquence pour nous. Moi, ça, la question se pose, et c'est pour ça que j'ai pris le soin de ne pas m'embarquer trop avant dans cette histoire de QAnon, justement. Il y avait des choses intéressantes, c'est sûr, mais au bout d'un moment, on s'est aperçu que les faits n'étaient pas... Je peux pas me permettre de planer et de rêver, hein, parce que ma réalité, plus de 80 procès, arrestation, je sais pas combien d'années de prison. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me sens concerné, moi-même, et ça concerne aussi les gens qui nous suivent. Aller sur le site ER et acheter des bouquins chez Contre-Culture, c'est pas du tout comparable à se mettre sur une liste de gens qui prétendent faire un coup d'état militaire en France. Dans un cas, vous êtes sur des listes de gens qui sont des dissidents, mais il n'y a pas de moyen de vous poursuivre. Dans l'autre cas, la police avec des gilets pare-balles peut débarquer demain chez vous, vous arrêter, et puis même vous retirer vos gosses, etc. Voilà. Et moi, je n'aime pas les gens qui jouent à ce genre de jeu. Voilà. Hein. Un dernier élément biographique sur M. Daillet. Son père, alors je sais que, pour en avoir discuté avec notre camarade Xavier, que je sais que son père était en contrat avec une maison d'édition et qu'il avait un contrat de traducteur, mais il n'a pas traduit n'importe quoi, il n'a pas traduit 50 livres non plus. Ah si, bien plus que ça. Ce livre, je voudrais quand même le signaler, s'intitule Le miroir de la magie, histoire de la Et c'est pareil, j'ai déjà répondu à ça. Parmi les très nombreux livres que mon père a eu à traduire quand il avait 19 ans, 19-20 ans, il était sur un lit, malade, alité, il a passé 1 an sur un lit. À 19 ans, il choisissait pas les bouquins que son éditeur lui demandait de traduire. Donc il a fait les traductions qu'on lui demandait de faire. Il a notamment fait Papillon. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a cherché, c'est pas lui qui choisissait les livres. Donc quand vous êtes malade et que vous n'avez pas un rond, vous traduisez les bouquins qu'on vous donne à traduire. Et puis c'est comme ça. Arrêtez d'être sot. Occidentale, postface de Robert Amadou, qui était un des membres du cercle Téléma, traduit par Jean-Marie Daillet, le père de M. Daillet, Rémi de son prénom, et qui, lui, est donc le traducteur en France de ce livre de magie crowleysienne, télémite, et pour tout dire, qui n'est pas sans rapport avec sa carrière aussi avec les Haïtiens, puisque bon, ce serait trop compliqué et trop long d'expliquer ici, mais il y a des connexions entre la magie vaudou, qui est pratiquée à Haïti, et la Oh, les amalgames, les mecs, vous n'êtes pas forts. Hein. Et d'ailleurs, c'est Poussard qui disait ça enfin, ce monsieur Poussard, je suppose, dans sa lettre dite faits et documents. Donc c'est bizarre que ce soit vous qui en parliez. Est-ce que vous travaillez ensemble ou l'un pour l'autre? Je ne sais pas. La magie transhugosienne, ou si vous voulez, typhonienne, que pratiquent les sectes, les organisations télémites, c'est-à-dire inspirées par le mage anglais Aleister Crowley. Je pense que cette connexion n'est pas tout à fait innocente, surtout si on C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais il faut entendre les gars, mais... bon, alors donc on va faire la même chose. Monsieur, vous avez une femme dont la boulangère est quelqu'un qui a connu un monsieur qui a été passager dans un avion, dont le pilote avait un cousin qui a été salarié d'une entreprise, d'un industriel, dont la cousine a croisé un jour un monsieur qui appartenait au Club Le Siècle. Donc vous êtes quelqu'un qui est extrêmement suspect à mes yeux. Voilà ce qu'on pourrait dire aussi, vous voyez. Ça, c'est une méthode que j'ai déjà dénoncée chez ces gens qui, pour le coup, sont vraiment ce qu'il faut appeler du conspirationnisme à bas de... On la rapporte à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Sud-Ouest, les liens de monsieur, le fait que lui aussi faisait des travaux d'édition et de préface pour des romans catharistes et templaristes en la personne de Dominique Baudis. Donc là, on a une connexion quand même avec les sectes et les milieux néo-templiers, martinistes, crowleysiens, et ce n'est pas non plus sans rapport avec les opérations de Gladio. Et même si M. Daillet n'a fait qu'un séjour très bref en Croatie, ce que je suis tout prêt à croire, parce que je sais que Xavier a encore des connexions dans les milieux qui ont été là-bas, qui étaient impliqués, je peux confirmer quand même que derrière cette opération de communication, il y a une intention politique qui est une intention clairement Gladio. De la même manière qu'on a vu ça, je renvoie aux travaux de Lucien Cerise. Clairement, tout est clair, tout est objectif. Ça manque de prudence, cette génération. Elle dit beaucoup de choses, et hélas, non, aucun rapport avec Gladio. Jamais croisé le moindre membre de Gladio. Jamais. Pas à ma connaissance, en tout cas. Peut-être que j'en ai croisé des gens qui en faisaient partie, mais ils ne me l'ont pas dit en tout cas. Sur la question du Maïdan en Ukraine, ce sont les mêmes réseaux, ce sont les mêmes milieux d'ailleurs qui ont soutenu hier les réseaux croates et qui soutiennent aujourd'hui les réseaux ukrainiens. Mais je vais quand même le dire.
Je réponds aussi à cette vidéo parce que j'espère que ce sera un terme à tout ce que vous racontez de ce type, parce que c'est qu'on n'en parle plus et qu'on avance, parce que franchement, c'est une perte de temps terrible. Même si je ne peux pas avoir le niveau de preuve et de sérieux et même les réserves que Xavier, dont Xavier fait preuve, je suis obligé, moi, d'aller un peu plus loin et de me référer un peu plus à mon intuition qu'à des traces écrites, des preuves écrites, mais il y a quand même, on voit se dessiner une cartographie quand même. Je voulais le dire. C'est aussi l'entre-gens international du père qui est tout à fait étonnant. Et dans le contexte de la guerre froide, qui est encore plus frappant, par exemple, au tout début... Bon, ça c'est sûr, mon père a connu tout le monde. À un moment donné, en tant que patron, en tant que président de l'association, ça s'appelait pas comme ça, démocrate, pour ainsi dire mondial, il a créé une organisation qui s'appelait pas comme ça ne me revient pas. En tout cas, c'était une association des chrétiens démocrates du monde. Il y avait là-dedans beaucoup de gens. Il avait effectivement beaucoup de gens. Il avait, je l'ai déjà dit, il avait Helmut Kohl, il y avait Patricio Aylwin, il y avait Lech Walesa, il y avait quand même des gens qui comptaient. C'était ses milieux. Enfin, il a essayé, mais il n'avait pas beaucoup de contact avec eux non plus. Faut pas rêver. Vous faites une association et puis les gens, ils se manifestent ou plus ou moins. Souvent, ils signent pour la création de l'organisation, et puis ensuite vous les voyez plus vraiment, ou une fois tous les 3 ou 4 ans. Bon. Mon père malheureusement n'a jamais été, enfin pour lui, malheureusement pour lui, ou tant mieux pour lui d'ailleurs, il n'a jamais été véritablement du système. Il a toujours été, vous regarderez bien, il a toujours été plutôt rejeté par le système, et il le déplaisait, peut-être à cause de cette histoire de l'avortement. En tout cas, il était anti-avortement, et ça déjà, ça pouvait pas coller. Analysez bien tout ce que vous avez dit d'ailleurs. Regardez bien tout ça, vous verrez que c'est en pleine contradiction, parce que vous avez dit tout et son contraire. Il a été antisémite, et puis il a été prosémite, et puis il a été élu à Saint-Lô, mais il serait dans le nouvel ordre mondial, ou dans ces milieux-là, ou dans ces coteries. Saint-Lô, franchement, vous croyez, il n'a pas pu être ministre de la Défense, comme il aurait pu l'être d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été ministre de la Défense? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait une grosse carrière s'il était tant du système que ça? Et moi-même, comment se fait-il que je sois sans le sou, que je l'ai été en tout cas longtemps, et que j'en sois réduit à devoir quitter mon pays? Et pourquoi est-ce que j'ai pas fait de carrière extraordinaire? Et si j'étais dans le système d'ailleurs, pourquoi est-ce que je me réfugierais en Malaisie? Je resterai en France et puis je bernerai tout le monde. Je ferai mon site en France et je dirai, faisons la révolution nationale et populaire. Et puis je prendrai la tribune en France, j'irai sur les plateaux télé, etc. Vous voyez que ça tient pas ce que vous racontez. L'Opus Dei en France, il y a toute une série d'enquêtes dans le monde, et au bout d'un moment, il y a un droit de réponse. Et le droit de réponse de l'Opus Dei est signé par Jean-Marie Daillet, par le père de Rémi Daillet. Et à cette époque-là... Oui, c'est possible, mais il a défendu l'Opus Dei, qui est une organisation, à ma connaissance, en tout cas moi j'en ai connu, des gens de l'Opus Dei, des gens très très bien, que ça vous plaise ou non. Des gens très très bien. Je ne vois pas ce qu'on a à reprocher à l'Opus Dei, si ce n'est qu'elle est une organisation qui fait son travail de propagation, de contact, qui crée son réseau. Mais c'est le seul, pour moi, en tout cas à ma connaissance, c'est le seul chef que vous auriez de les critiquer. Là, lui-même anime des groupes pro-catalans en France, alors qu'il y a des guerres d'influence entre différentes branches de la Phalange et l'Opus Dei dans l'Espagne franquiste, avec des réseaux que je dois reconnaître ne pas maîtriser, mais on voit bien que lui est un agent dans des opérations internationales. Mais non, arrêtez avec ça. Mon père n'est agent de rien du tout. Mon père est un indépendant qui croit à ce qu'il croit, et il s'engage dans les combats qu'il aime, qu'il apprécie, pour l'Europe, pour la liberté, pour la démocratie, blabla. C'est sa génération, c'est pas la mienne, et c'est tout. N'allez pas chercher des agents systématiquement. Moi, je suis convaincu qu'aucun d'entre vous n'est un agent. Je crois pas, parce que je crois que c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Il y a des agents qui, ça se voit parce que ils ont en fait des propos qui sont beaucoup plus tenus. Ils ne font pas des vidéos sur YouTube, par exemple, comme vous le faites. Donc, je pense que si vous êtes des agents, vous êtes des agents malgré vous, mais vous n'êtes pas des agents assermentés, payés, avec des rendez-vous réguliers dans des officines. Je ne le pense pas. C'est possible, mais je ne le pense pas. Je ne dirais pas une chose pareille. De même que je ne le suis pas, de même que mon père ne l'était pas. Qu'il ait croisé des gens, c'est tout à fait certain. Sur Duvalier, c'est quand même très particulier. L'internationale démocrate chrétienne, en arrière-plan, il y a Pinochet. Vous voyez? Et d'ailleurs, il finit ambassadeur. Oui, l'internationale démocrate chrétienne. Non, il n'y avait pas Pinochet dedans, non. Bien sûr que non. Mon père détestait Pinochet, au contraire, il est allé voir son opposant en prison, qui était Patricio Aylwin à l'époque. Il n'était pas du tout pro-Pinochet. De France en Bulgarie, nommé par les socialistes. Après... Ah oui, et pourquoi? Il n'a pas été nommé par les socialistes, il a été nommé par François Mitterrand lui-même. Parce que M. François Mitterrand a fait une erreur tragique, si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont un peu de mémoire et peut-être l'âge de s'en souvenir, l'erreur de reconnaître les putschistes de Moscou quand ceux-ci avaient recalé M. Gorbatchev. Et donc, il y a eu des ultra-conservateurs qui ont pris le pouvoir. Et Mitterrand, cet imbécile, est allé les reconnaître tout de suite. Le seul, lui, dans le monde, à reconnaître ces putschistes, ultra-conservateurs communistes. Et
Ce qui montre d'ailleurs qu'il avait des sympathies de ce côté-là. Et là-dessus, eh bien, Gorbatchev revient, enfin, il y a toute la suite de l'histoire qui joue, et puis l'effondrement du mur, etc. Et donc, Mitterrand était extrêmement embêté, et tout le monde continuait à dire, t'as vu, il a soutenu les communistes là-bas, à l'époque où la liberté commençait à arriver, enfin, c'était le mot d'ordre, hein, dans les chancelleries, Gorbatchev, c'était la liberté, c'était la perestroïka, etc. Bon. Et là-dessus, donc, Mitterrand était obligé, en tout cas, s'est senti obligé de se refaire une virginité. Et donc, il a choisi dans les rangs d'une opposition pas trop opposée, des gens qui pourraient être des ambassadeurs à l'Est, ses ambassadeurs à lui, sans être socialistes. Et donc, comme il savait que mon père connaissait bien Václav Havel, il connaissait Lech Walesa, etc., qu'il était allé souvent dans les pays de l'Est pour défendre ce qu'il considérait être la démocratie dans les pays ex-communistes ou communistes, eh bien, Mitterrand l'a fait venir. Et puis aussi, mon combat en Croatie. Mon combat en Croatie a amené Mitterrand à dire bon, ben voilà des gens qui ont des idées, qui se battent pour quelque chose. Quoique Mitterrand détestait les Croates. Hein. Mitterrand, il disait, il parlait des tribus balkaniques et il détestait la Croatie. Il n'aimait pas tellement ces gens-là, ni les Croates, ni les Slovènes, ni les Bosniaques, ni les Serbes d'ailleurs. Hein, il les aimait pas beaucoup. Mais si son cœur devait pencher quelque part, c'était plutôt du côté de la Yougoslavie de Tito dans un premier temps et de Milosevic dans un premier temps. Et ça s'est cassé la figure, et il se serait bien plutôt porté au secours avec BHL de la Bosnie-Herzégovine, Bosnie-Herzégovine qui était pluripartite, mais surtout parce que là, il y avait beaucoup de musulmans. Vous le savez très très bien. Mitterrand était très très pro-islam. En tout cas, si ce n'est de manière sincère, du point de vue stratégique, il a souvent manifesté son aide à la Bosnie-Herzégovine le moment venu. Il a cherché d'ailleurs à avoir un contact et des arrangements avec... il est allé, hein, je crois, il est allé même, c'est certain, à Sarajevo, et avec le patron, le président de la Bosnie-Herzégovine qui s'appelait monsieur... je ne sais plus. Alija Izetbegovic, je crois, c'est ça? Bon, bref. Donc Mitterrand était pas du tout pro-croate, hein, vraiment pas du tout. Voilà, donc que dire là-dessus? Donc Mitterrand a nommé mon père à l'ambassade de France en Bulgarie, parce qu'il était dans ce contexte où il cherchait à se refaire une virginité sur le plan international. Après la chute du mur. Et c'est vrai que c'est un homme à la fois méconnu. Il y a des tas de gens comme ça, par exemple, qui connaissent Jean-Louis Bourlange, qui est député. Ben, moi, je le connais pas personnellement, mais je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a une dignité, une stature et un sens de l'État qui, jusqu'à aujourd'hui, je crois, est assez respectable. C'est pas quelqu'un qu'on a vu faire des bêtises. Cela dit, il est certainement impliqué dans des officines internationales. Des Hauts-de-Seine, si je dis pas de bêtises, qui est surtout sans cesse réélu, hein, où on en a pareil à Bruxelles. Oui, mais c'est peut-être... Alors moi, je ne connais pas bien, je ne suis pas un spécialiste des réseaux, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un bon député, qui sait. Qui sont toujours dans les bonnes places sur les listes, qui passent complètement sous les radars et qui sont toujours réélus. Et puis quand on regarde le CV, ils sont dans tous les réseaux, Trilatéral, Siècle, etc. Et qui sont en fait des types à qui on donne des fromages et des places stratégiques. Non, mais Jean-Marie Dallier était également dans les réseaux de voisins, le réseau de la Fédération, qui est en fait un des réseaux intellectuels qu'on pourrait rapprocher de la Pan-Europe de Coups de Neuf Élargie dont on parle en début d'émission. Il est dans le réseau de voisins, dans le mouvement fédéraliste de voisins. Oui, Pan-Europe, ça c'est très possible parce que ça a été quelque chose que j'ai croisé d'ailleurs à Zagreb. Et un monsieur d'ailleurs très 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 sympa, je me souviens très bien, un intellectuel brillant, entouré, qui vivait dans ses livres et qui était Pan-Europe. Et moi je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais aujourd'hui, oui, Kalergi, ça fait peur quand même. Et donc là, je pense qu'ils n'étaient pas au courant en fait de tout ça, mais effectivement, Pan-Europe à l'époque, ça bénéficiait d'une certaine bonne aura. Cela dit, moi j'étais plus proche des milieux un peu plus nationalistes en Croatie, parce qu'ils avaient un discours qui était un peu plus résistant, quoi. En Croatie, il y avait le président à l'époque, c'est l'ancien communiste, que je suis allé voir d'ailleurs, que j'ai salué, parce qu'il y a des politesses à faire quand même, je pense, sauf si on a affaire à des salauds du dernier carat, évidemment. Mais le président, je suis allé le voir d'ailleurs, il m'a remis son bouquin, bon, c'était un ancien communiste, mais il assumait les fonctions et il assumait la transition vers l'indépendance, ce qui était déjà pas mal. Et puis ensuite, j'ai rencontré là-bas aussi des gens qui étaient plus à droite et plus nationalistes, et
et qui, sans doute, parfois étaient un peu maladroits. Hein. Et puis il y en a même qui étaient franchement infréquentables. Hein. Il y a des gens qui faisaient des coups épouvantables. Ça, en Croatie, il y a aussi eu des nationalistes qui ont fait des conneries. Hein. Mais j'en étais pas. J'ai pas été mêlé à ça. Je suis resté assez sagement, je crois, dans les rangs de l'armée qui se constituait croate. Donc j'étais pas dans des milices. Mais c'est pas pour ça que je cracherais sur les gens qui s'y sont retrouvés, parce que quand les gens partaient là-bas, comme c'est toujours le cas, vous savez pas où vous embauchez. Quand vous trouvez un mec assez sympa qui vous dit tu peux venir dans notre groupe, bon vous dites oui, parce que vous êtes convaincu que personne ne vous acceptera nulle part. Et voilà, c'est comme ça que beaucoup de gars se sont retrouvés dans les rangs de la résistance en Croatie, ou ailleurs d'ailleurs. Il y a des gens ensuite qui sont allés en Serbie, il y a des gens qui sont battus de tous les côtés. Hein. Mais ils ne contrôlent pas forcément leur propre parcours. Voisin, il est au club, il est au cercle de Pinet, qui fait la connexion entre le centrisme, enfin on va dire entre les républicains indépendants, les centristes, les modérés, et l'extrême droite, on pourrait dire l'extrême droite internationale, c'est-à-dire soutien à l'Afrique du Sud. Alors, vous voyez, c'est compliqué, hein. On aimerait bien classer les gens dans le système, machin, mais bon, du coup maintenant c'est l'extrême droite internationale, vous voyez, ça complique les choses encore. Sud, mercenariat, etc. Donc il y a quand même un climat gladio, et il est aussi proche de tout ce milieu-là. Tout ce milieu-là, c'est le milieu des... Donc ce serait Gladio qui superviserait tout. Aspen, c'est le club Aspen. Il est reçu par le comte Denis de Kergorlay, qui avait le château de Canizy, où se retrouvait à l'époque tout ce qui comptait dans la Mitterrandie, hein, et qui doit être aujourd'hui président de l'Interallié. Ça, je crois que c'est vrai. Le comte Denis Kergorlay, puisque Zemmour avait candidaté pour y rentrer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y est rentré. Il faisait des pieds et des mains il y a quelques mois pour y rentrer. Enfin bref. Et à cette époque-là, donc le comte Denis Kergorlay organisait les rencontres de l'Aspen Institute en France. Et on voit Jean-Marie Daillet qui y va précisément pour obtenir son poste de diplomate et faire valoir son entrejeu international. Donc, mon article sur Rémi Daillet, je pense, est assez intéressant parce que ça permet de... Je pense pas qu'il ait obtenu son titre d'ambassadeur au club Aspen. Ça m'étonnerait. Il faudrait regarder les dates, mais je pense que c'est Mitterrand surtout. Mitterrand décidait de ce qu'il voulait. Il agissait en véritable monarque. Et en l'occurrence, tant mieux pour mon père. Mais Club Aspen, certainement qu'il est allé, oui, parce que Kergorlay, ça me dit quelque chose, effectivement, et il y est allé, sans doute. Ça lui valait d'ailleurs il se faisait à chaque fois tacler par des amis à Saint-Lô, qui étaient des gens, des nationalistes, ou des lepénistes, parce qu'il avait beaucoup d'amis lepénistes aussi, et qui, à chaque fois, lui disaient... Enfin, il avait des disputes, je me souviens, c'était assez mouvementé, donc on était toujours, nous, partagés entre cette vision européenne, démocrate, droits de l'homme, etc., qui fait partie quand même de notre inconscient, de notre culture. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à pas cracher sur tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiser, il faut éviter de faire du système en disant toute l'Europe est pourrie de réseaux. Une fois que vous allez au Parlement européen ou ailleurs, vous rencontrez des gens qui sont sont certes là, mais qui ne sont pas forcément des agents du système, qui sont parfois des gens très sympas et qui sont parfois des gens honnêtes. Il n'y a pas que, si vous voulez, cette emprise. Parce que là, vous valorisez en fait le système en lui donnant plus de puissance qu'il n'a. En fait, vous voyez, l'oligarchie internationale, elle s'appuie sur les sayanimes. Ça, ce sont des gens qui sont des gens importants, mais les autres, c'est des seconds couteaux et parfois à leur corps défendant. Donc, il faut avoir un petit peu de recul, un peu de finesse là-dessus. Bon, votre travail que vous avez fait dans Fait de documents était ridicule, enfin largement ridicule. Donc, je l'ai commenté déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais il n'est pas bon, votre travail. De voir cet entourage et puis de raconter une histoire qui n'a pas forcément été racontée. Alors, conclusion générale, je suis quand même assez effrayé par la chute du niveau. Je ne vous le cache pas, je trouve que tout ça c'est extrêmement faible. Si ça c'est le noyau dur de ER, c'est quand même très très faible. Je pensais qu'il y avait un niveau meilleur que ça. Et d'ailleurs, j'ai lu des papiers sur ER à une époque, parce que ER c'était quand même le souffle d'un certain espoir. On était content qu'il y ait quelque chose qui parle et qui dise tout ça. Moi j'étais très très content personnellement, puis j'ai beaucoup partagé, j'avais un peu commenté parfois. Mais là, si c'est ça le niveau aujourd'hui, ça a énormément baissé, quoi. Ça manque de soins, de scrupules, d'honnêteté. C'est terrible, vraiment. Moi, je ne ferai jamais des choses comme ça. Vous vous discréditez. Tout à l'heure, on parlait de Bourlange. Vous voyez, Bourlange, ça fait partie de ces gens du système qu'on préfère fréquenter que des gens qui, de cette manière, sont des gens, comme vous le faites, qui montrent qu'ils ont peu d'éducation. Et on ne peut pas dire à quelqu'un « sois bien élevé ». C'est pas possible. Votre éducation ne pourra pas la refaire. Et tel que vous êtes là, vous vous laissez glisser vers des vieux réflexes marxistes, léninistes, tendance d'âme des Halles, vous savez, au moment des exécutions de masse par guillotine, les gens qui avaient des jugements hâtifs comme ça, tiens, encore un chariot qui passe de salauds, d'aristocrates, alors qu'éventuellement c'était des ouvriers, qui émettaient des jugements hâtifs. On a régulièrement vu ça, cette espèce de
d'habitude qu'ont les gens de classer les choses de manière facile. Donc il y a tout un système, tous les gens qui sont dedans sont forcément salauds. Vous voyez, donc Jean-Louis Bourlange, je l'ai croisé, et le jour où Bayrou a fondé le MoDem, eh bien, il est monté à la tribune, j'y étais donc à ce congrès, moi je n'étais qu'un simple militant, hein, comme tous les autres, à ce moment-là, parce que c'est un nouveau parti qui se créait, et il a fait un malaise. Parce qu'il y avait une ambiance très électrique. On sentait une envie de lyncher ces anciens notables, comme Bourlange précisément, comme de Courson, des gens comme ça, qui étaient effectivement de cette ancienne partie de la vie politique française centriste. Mais en tout cas, on a vu très nettement une ambiance délétère, agressive. Et Bourlange donc a fait un malaise. Ceux qui y étaient, ils s'en souviendront. Donc ils sont tous partis parce qu'ils vous voyaient bien ce que ça allait devenir et ce que Bayrou voulait en faire. C'est-à-dire un instrument purement personnel, en s'appuyant sur des masses un peu révoltées, putschistes là pour le coup, qui devaient chasser ce vieux centre démocrate chrétien. Il ne fallait plus que ce soit démocrate chrétien, il fallait que ce soit quelque chose qui pourrait s'arranger avec éventuellement le Parti socialiste de Ségolène Royal. C'était plus la même chose. Bon, bref, ce qui compte ici, c'est que on a toujours une préférence pour les gens qui ont une certaine éducation, une capacité à dialoguer, à avoir du discernement, qui ne font pas des jugements hâtifs, qui ne sont pas dans les catégories, pour voir si on peut recréer quelque chose ensemble et si on peut travailler et se répartir des tâches précises pour être concret et non pas simplement dans le discours. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est très clairement qu'ils avaient raison. D'ailleurs, le discours de Bourlange a été très bon ce jour-là. Ils avaient raison, ça c'est l'aventure du MoDem s'est cassé la gueule très vite parce que dès le départ, il y avait un problème qui était lié à M. Bayrou. Il a fait son putsch, il a subtilisé l'UDF à la vie politique française et ça n'a pas débouché parce qu'il s'est délesté aussi de tout le patrimoine intellectuel et moral de ce centre qui avait été quelque chose d'un peu considéré quand même dans la vie politique française. Et là, on foutait tout à volo, et c'était remplacé par Bayrou et sa clique, et on tombait d'un certain niveau, quand même. Hein. Et même d'un sacré niveau. Intellectuellement, c'était pas la même chose. Entre Bourlange et Bayrou, on voyait qu'on était tombé quand même très bas. Alors certes, Bayrou avait des talents de politicien, mais il n'avait pas le fond culturel, il n'avait pas la dimension personnelle, et en plus, il y avait cette espèce de ressentiment là, qu'on retrouve un peu chez vous, cette espèce de besoin d'être agressif, d'avoir des idées faciles, de juger les gens rapidement, de ne plus avoir cette vieille tempérance élégante qu'il y avait autrefois. Si bien que, je vous le dis franchement, pour beaucoup de gouvernants et de responsables et de gens qui sont dans le système, hauts fonctionnaires, anciens ministres, anciens sénateurs, etc., ils préfèrent rencontrer des gens comme Rothschild ou Rockefeller, qui sont des gens bien élevés, souriants, gentils, quoi qu'ils soient des criminels parmi, et même les pires qu'on n'ait jamais eu sur Terre, étant donné le volume de leurs crimes et de leurs déprédations, eh bien ils sont plus fréquentables que ces gens qui ont le couteau entre les dents en permanence, qui sont dans des idées faciles, les classements, les amalgames de toutes sortes, et qui expliquent les choses comme vous le faites. On n'a pas envie, si vous voulez discuter avec vous, on n'a pas envie de travailler avec vous parce qu'on sait qu'il n'en sortira rien. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas l'étoffe. C'est trop facile. Vous abandonnez à des facilités de langage et de comportement qui sont inadmissibles. On ne peut pas faire une société, on ne peut pas recréer une société avec des gens comme vous, tels que vous êtes là. Alors peut-être que vous vous laissez aller parce que vous êtes à vous quatre, mais pourtant vous exprimez en public. On ne fait pas ce genre de choses. On ne tombe pas dans cette facilité morale et mentale. Jadis on ne faisait pas des choses comme ça. Vous aviez quand même des papiers qui tenaient la route. Maintenant, vous en arrivez à ce genre de choses-là. Quelle chute! C'est lamentable. Et vous alimentez évidemment le système qui vous regarde comme des gens vulgaires. Parce que c'est très vulgaire, ces méthodes. L'ensemble de votre propos est catégorique. Et on voit que vous vous cassez le nez. C'est pas une fois sur deux, on l'a vu, c'est 19 fois sur 20. Vous avez raison une fois et vous vous trompez 19 fois. Il faut, à la rigueur, faites des supputés, faites des hypothèses. On pourrait penser que... Mais vous affirmez des choses, c'est Gladio. J'ai aucun rapport avec Gladio. Aucun. Je ne le connais pas. J'ai toujours vécu dans la simplicité, la pauvreté, le dénuement, et j'ai jamais rencontré de gens... Enfin, encore une fois, peut-être que j'ai croisé des gens, mais je ne dépends pas de gens du système, je ne dépends pas du système, je le combats.
de A à Z dans ma vie. Vous pouvez regarder, allez voir où est-ce que j'aurais touché de l'argent, où est-ce que j'aurais reçu des avantages de la part du système. Jamais. Donc ne perdez pas votre temps. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pratiquement seul, par mes propres efforts. J'ai obtenu par mes propres efforts parce que je n'ai pas été soutenu. Aujourd'hui, je suis très content de l'être, par beaucoup de gens, j'en suis très content. Mais ça a été un long travail, c'est le travail d'une vie. Et non pas le parachutage ou la protection du système. Bref, gros regret. Je vois que EER n'a plus cette dimension. Et donc je suis un peu embêté parce que je pensais qu'à un moment donné, on pourrait arriver à mener une réflexion et faire quelque chose pour le pays. Et je crois que ça ne va pas être possible, malheureusement. Parce que vous tombez dans la facilité intellectuelle, ou alors votre niveau de santé personnelle s'est effondré et vous arrivez à penser comme des veaux. Votre pensée n'est pas intéressante, c'est pas séduisant. Ça a pu l'être, je suppose, mais là, c'est pas du tout intéressant. Et en particulier M. K, vraiment je regrette parce que j'écoutais des émissions tous les jours et je trouvais ça bien à une époque. Là, je vous découvre tel que vous êtes, c'est lamentable. Et toi aussi, Alain Soral, là, ce que tu fais là, c'est extrêmement pauvre. Tu as pu être quand même bien meilleur que ça. C'est très pauvre. Chute libre. Donc essayez de vous ressaisir, faites quelque chose. Je ne crois pas qu'on puisse vous refaire, mais faites attention à votre alimentation, à ce que vous bouffez. J'ai l'impression que vous bouffez des trucs qui vous détruisent le cerveau. Hein. Vous êtes en train de glisser. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. En tout cas, factuellement, si vous ne voulez pas entendre mes observations personnelles, bah, vous voyez que vous plantez. Et puis, pour finir, consacrer tout ce temps à ma petite personne et n'aboutir à rien, aucune conclusion qui puisse être favorable à la France, c'est du temps perdu. Arrêtez de perdre du temps. Vous m'en faites perdre et vous en perdez vous-même. Il y a bien autre chose à faire aujourd'hui pour vos contemporains. Je vous le rappelle, des gens meurent dans la rue, des gens sont assassinés dans les hôpitaux, des gens sont arrêtés de manière abusive, sont incarcérés, des gens sont à l'hôpital psychiatrique de manière totalement scandaleuse, etc., etc. C'est ça le problème. Donc réveillez-vous un peu, sortez un peu de vos salons confortables et allez voir ce qui peut être fait pour la population. Voilà.